Il se retrouve transporté dans un monde complètement différent, seul, où il est contraint de combattre des monstres et des gobelins pour survivre chaque jour. Rien ne change cependant, car même dans son propre monde, Haru était un total loser solitaire, sans copine et avec un avenir plus sombre que mon trou noir. Personne ne prêtait jamais attention à ce débile parce qu'il ne s'intégrait dans aucun des groupes de classe qui étaient divisés en groupes de délinquants méchants. Les filles de l'école, les suiveurs de Sigma Sam Sulek, les nerds moites et dégoûtants et enfin les bonnes filles coincées avec un bâton dans le derrière. Il pose à nouveau sa tête sur le bureau, sachant qu'il n'y a pas de place pour un loser comme lui dans ce monde. Quand soudain tous les camarades de classe commencent à agir comme de grands idiots en regardant un cercle doré lumineux qui émerge dans la salle de classe. Puisqu'Haru est un loser tout comme vous tous, il a déjà lu tous les mangas et sait qu'ils vont être transportés dans un autre monde. Mais c'est trop de travail pour lui, alors il décide de se tirer. Et essaie littéralement de s'éloigner de la situation. Malheureusement, la porte est fermée hermétiquement par Flex Seal, donc même avec beaucoup de dégâts. Il ne peut pas briser la porte pour s'échapper. Bientôt, le cercle magique couvre toute la salle de classe, et lentement les élèves commencent à être aspirés. Mais Haru a regardé trop de films Mission Impossible. Et il saute dans le conduit d'air pour s'échapper. La chance n'est pas de son côté, cependant, alors que le cercle entre dans le conduit d'air et l'aspire dans un vide blanc sans fin. Il regarde autour de lui en se demandant où diable est toute sa classe et attend qu'un roi moche avec une fille brûlante vienne le saluer. Mais rien ne se passe. Il aperçoit bientôt un vieux concurrent vers lui et essayant d'interagir en langue des signes pour une raison quelconque. D'une manière ou d'une autre, Haru parvient à comprendre le vieux bonhomme alors qu'il réalise que tous les camarades de classe ont été convoqués devant lui et ont été transportés dans un monde différent après avoir choisi une compétence spéciale. Le vieil homme lui dit de le suivre car il doit choisir une compétence aussi. Mais parmi 50 compétences, 43 ont déjà été choisies. Donc il n'y a plus de compétences de triche disponibles. Il réalise qu'il va devoir prendre une compétence de masse et d'une certaine manière survivre dans le nouveau monde. Mais ses espoirs et ses rêves s'effondrent à nouveau lorsqu'il remarque qu'une méduse a de meilleures compétences que celles qui lui restent. Il réalise qu'il ne pourra même jamais survivre une seule journée avec ses capacités et commence à secouer le vieil homme comme une maraca. Il crie au vieil homme de se munir de meilleures compétences ou d'apprendre à mieux compter. Et de ne pas invoquer plus de personnes s'il n'a pas assez de compétences. Le vieil homme finit par craquer et le repousse, affirmant qu'une personne comme lui, avec le poids d'une boule de bowling, ne survivrait même pas avec les meilleures compétences. Alors il lui donne simplement toutes les compétences restantes et le pousse dans le nouveau monde. Il ne peut pas croire ses yeux quand il se retourne pour voir une énorme forêt l'entourer. Tandis qu'il se tient là tout seul, effrayé. Il aperçoit soudainement une bourse sur le sol et la ramasse pour découvrir qu'elle a une capacité de transport illimitée, ce qui est un objet plutôt décent, mais même avec ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur est aussi basique que ma copine. Il fait bientôt un contrôle de drip et essaie de vérifier ses statistiques, mais soudain, 2 dés apparaissent à l'écran. Il les lance, et il tombe sur M des deux côtés. Il n'a aucune idée de ce que ça signifie, mais les statistiques lui disent de tout mettre sur une seule compétence. Il se demande si M signifie moins ou quelque chose, alors il décide de jouer la sécurité et parie tout sur la statistique de chance. À sa grande surprise, le M signifie maximum. Et maintenant ses statistiques de chance sont au maximum. Il découvre également que, comme il est un incel si solitaire, Dieu lui a donné un pouvoir de pitié avec lequel il peut apprivoiser des bêtes sauvages. Il regarde autour de lui pour voir si des camarades de classe sont présents, mais il n'y a personne en vue, alors il décide d'avancer et de construire sa propre maison en s'inspirant des 2 gars sur YouTube qui fabriquent des maisons en boue. Il commence à marcher à travers la forêt, quand il commence à avoir la bizarre impression qu'un énorme monstre va le faire peur, alors il sort un autre objet de compétence connu sous le nom de lentille de contact. À sa grande surprise, au moment où il les met, il obtient la capacité de voir les statistiques de différentes choses, ce qui est une capacité très importante et utile. Il réalise que ces capacités semblent être bien plus que ce que leur nom implique. Et avance avec joie en vérifiant son environnement pour trouver des herbes qui peuvent améliorer sa santé, des champignons anti-venins et bien plus encore. Associés à son sac sans fin, il peut facilement collecter autant qu'il le souhaite et les vendre comme médicaments pour un énorme profit. Après s'être réhydraté comme un véritable homme Sigma, il commence à marcher à travers les forêts une fois de plus où il trouve soudain une ouverture vers une grotte.
Il prie le dieu pour qu'il n'y ait pas de monstre à l'intérieur, puis y entre pour trouver quelque chose d'utile. La grotte devient rapidement très sombre, alors il sort sa lanterne et sa tente magique qu'il peut facilement s'installer ici et vivre en paix. Quand la nuit est tombée, Haru s'est installé plus confortablement que Bear Grylls en ramassant des brindilles avec sa magie de température, les faisant s'enflammer, ce qui éloignera également les bêtes. Il vérifie à nouveau ses statistiques, ne découvrant que beaucoup de ses compétences ont augmenté de niveau, mais il est trop fatigué pour les examiner, alors il finit par s'assoupir. Le lendemain matin, il se réveille en sursaut et vérifie la zone environnante pour s'assurer qu'il est toujours en sécurité et réalise que ses techniques d'éloignement des monstres ont dû fonctionner parfaitement. Il commence à avoir faim, alors il allume un autre feu et sort sa poêle à viande. Fait frire des champignons et du bœuf séché comme un vrai youtubeur culinaire. La nourriture se révèle plutôt bonne et il se demande s'il peut vivre ici en tant que fermier musclé, mais réalise qu'il n'a pas de poudre protéinée, alors il sort une fois de plus de la grotte où il trouve une multitude d'herbes qui peuvent l'aider à gagner quelques muscles. En ramassant les herbes, il entend un remue-ménage derrière lui et découvre une bande de gnomes stupides ramassant des merdes par terre. Il devient immédiatement effrayé comme la grosse tapette qu'il est et se cache derrière des buissons, pendant que les gnomes sans cervelle commencent à chanter Skabity Toilet. C'est là que Haru trace la ligne et sort son. Il doit frapper avant qu'il ne soit affecté par cette dégradation cérébrale. Il se demande si son bâton sera suffisant pour affronter les deux gobelins, mais juste pour être sûr, il met une protection et se précipite vers eux avant de frapper l'un des gobelins sur sa grosse tête. Cela réveille quelque chose en lui alors qu'il commence à frapper la pauvre bête comme un hada, jusqu'à ce qu'il tombe inconscient par terre. L'autre gobelin a peur, mais attaque Haru quand même. Heureusement pour Haru, les attaques du gobelin sont assez faciles à lire, donc il esquive facilement les frappes avant de le frapper à la tête et de lancer une petite explosion magique qui scelle le tout. Après cela, il se lave le visage alors que le soleil commence à se coucher, et décide de rentrer chez lui car il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Après être rentré dans sa grotte, il fait rôtir des champignons comme un vrai SDF. Et vérifie ses statistiques pour découvrir que plusieurs compétences ont été améliorées. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, il se demande ce que les gobelins feront de lui s'il le trouve dans une grotte vide tout seul. Il chasse rapidement ses pensées terrifiantes et fait rapidement un peu d'exercice pour se réchauffer avant de retourner au lit. Le lendemain matin, il se réveille encore une fois pour découvrir des champignons pour le petit déjeuner, ce qui devient déjà ennuyeux. Il se demande s'il peut trouver de la viande, mais se souvient immédiatement comment les vegans de sa classe le mangeraient vivant s'il disait jamais ça. Il se lève rapidement une fois de plus et booste ses stats avec un peu de magie avant de sortir pour la journée avec son fidèle bâton à la main. Il trouve bientôt un objet par terre qui s'avère encore être un putain de champignon. Il le jette au sol et commence à chercher de la viande qui pousse sur les arbres comme un total imbécile. Bientôt, il reprend ses esprits et décide qu'il devrait simplement commencer à travailler sur ses compétences magiques et booste encore une fois ses stats. Après cela, il commence à courir à travers la forêt et à sa grande surprise, sa vitesse augmente plusieurs fois alors que son corps se sent très léger et rapide. De plus, même ses attaques semblent être plus rapides et puissantes. Alors il décide de tester cela sur un groupe de gobelins à proximité. Il saute immédiatement dans le combat et gifle la première goule avec son bois, avant de frapper aussi le deuxième sur la tête. Cela semble irriter les gobelins qui, le musclé, attrape un gourdin. Mais Haru se cache derrière des buissons comme une vraie salope et s'enfuit en rampant pendant que les gobelins le cherchent. Il décide qu'il en a assez pour une journée et retourne à sa caverne où il passe en revue les choses qu'il a faites ce jour avant de commencer à travailler sur du bricolage. Des projets comme créer une table Ikea après plusieurs essais. Cependant, le lendemain matin, il est devenu assez bon et réussit à assembler un tabouret et une table basse tout seul. Il décide également de renforcer sa sécurité maintenant qu'il sait comment construire des choses, alors il crée une porte en bois à l'entrée de sa grotte pour s'assurer que personne ne puisse entrer sans sa permission. Cette nuit-là, il sort chasser du petit gibier car il ne peut plus vivre sans viande. Heureusement pour lui, la chance est de son côté car il réussit à repérer un lapin qui s'enfuit dans la forêt. Mais son désir bestial de manger de la viande le submerge complètement. Et il réussit à l'attraper comme un chat sauvage.
Il commence à sourire comme un monstre à la pensée de la délicieuse viande quand. Soudain il ressent la présence d'autres personnes dans les environs et se met en mode alerte. Il regarde autour de lui et à sa grande surprise et consternation, découvre le groupe de délinquants qui s'approche de lui. Cela le fait vraiment peur car il ne veut pas s'impliquer avec eux, alors il se cache derrière des buissons et commence à s'éloigner silencieusement. Mais ses instincts d'idiot commencent à le titiller à nouveau. Il utilise rapidement ses capacités de vision spéciale qui lui permettent de tout voir. Autour de lui et à sa surprise, il aperçoit les pensées de la classe marchand vers lui d'un côté, tandis que les amateurs moyens de Sam Sulek et les nerds bizarres marchent de l'autre côté. Il décide qu'il ne veut rien avoir à faire avec eux. Quand il aperçoit soudainement les filles Vegans dirigées par la présidente de la classe, il laisse le lapin s'en aller et se demande s'il devrait rencontrer la présidente de la classe, puisqu'elle a été gentille avec lui et qu'il la connaît depuis la première année. Mais il se retient par une volonté de faire en pensant à quel point il est incroyable d'être son propre patron et il décide qu'il va conquérir ce monde tout seul. Tout en célébrant son statut d'incel, il finit par se laisser emporter et fait un bruit qui attire immédiatement l'attention des délinquants. Effrayé à l'idée d'être découvert et de subir un wedgie, il saute immédiatement dans les buissons pour se cacher du délinquant. Cependant, le petit con suffisant remarque que quelque chose ne va pas, et se dirige immédiatement vers les buissons pour vérifier. Mais heureusement, un lapin sauve Haru pendant que les délinquants se détournent, ennuyés, et partent. Il décide de les suivre jusqu'à une rive où ils s'asseyent tous et commencent à parler de choses quotidiennes que les garçons évoquent habituellement. Haru est dégoûté par leur comportement sans père et réalise que le délégué de classe est très sensé et ne tombera jamais pour des garçons comme ceux-ci. Soudain, il remarque que les délinquants ont attrapé un des geeks nommé Tanaka et l'utilise comme Google pour obtenir toutes les réponses sur leurs capacités. Il se dirige bientôt en amont pour trouver le reste de la classe. Mais Haru n'est pas intéressé par ça, alors il retourne à sa grotte et commence à cuisiner des champignons tout en vérifiant ses statistiques. Il remarque que son niveau de compétence solitaire est monté, parce qu'il a décidé de s'éloigner de ses camarades de classe. Mais même après cela, il est toujours au niveau 3. Cela est probablement dû à sa compétence appelée maître de rien, qui est en fait un TDAH car il ne peut pas se concentrer sur l'augmentation d'une seule compétence. Mais en même temps, il est plutôt bon à presque tout. L'autre compétence nommée Blockhead reste un mystère total pour lui, car cela ressemble simplement à une insulte. Il décide de se débarrasser de ses anxiétés par une suralimentation, comme une fille américaine moyenne et retourne se coucher. Plus tard cette nuit-là, il ne peut pas dormir car quelqu'un fait beaucoup de bruit dehors. Donc il sort, s'attendant à trouver des délinquants. Mais au lieu de cela, il trouve les geeks en train de lutter contre les gobelins. Il semble aussi habile en arts martiaux que Joe Biden, ce qui fait rire Haru alors qu'il se demande s'il devrait aider ces abrutis. Tout cela change cependant lorsqu'ils vérifient leurs statistiques, pour découvrir qu'ils ont des compétences de triche incroyables comparées à ses compétences résiduelles, et qu'ils sont également de bien plus haut niveau que lui. Il se rappelle que sa classe est composée des meilleurs élèves, que ce soit des athlètes, des nerds intelligents ou des enfants de célébrités, ce qui fait de lui le seul gars moyen de la classe. Il décide de retourner dormir car les nerds peuvent se défendre, quand soudain il ressent une présence qui le met en mode alerte. Il se retourne et remarque deux gobelins qui s'approchent des nerds par derrière, prêts à leur enfoncer leur massue dans le derrière, mais Haru ressent c'est mauvais pour eux et décide d'offrir son aide. Il saute immédiatement dans la mêlée et frappe les deux gobelins d'un seul coup de son bâton épais qui les repousse. Les nerds se retournent, surpris de voir Haru ici, mais ils le remercient pour son aide. Tandis qu'Haru les guide vers sa caverne. Les nerds sont ébahis par cette caverne incroyablement propre, remplie de toutes sortes d'articles utiles et sans même un seul coussin de corde anime. Ils demandent comment diable il a réussi à tout faire. Et Haru répond qu'il connaît la magie de la terre et quelques autres sorts de bas niveau qui l'ont aidé à tout mettre en place. Il demande alors aux nerds ce qui est arrivé aux autres camarades de classe, et cela semble faire taire tout le monde. Le nerd avec les lunettes regarde vers le bas avant de dire à Haru qu'ils sont en fuite en ce moment. Haru est surpris par cela et demande ce qu'il veut dire. Il explique que le jour où ils ont été transférés dans ce monde, tous étaient en état de choc car ils ne pouvaient pas croire ce qui se passait, mais les nerds ont rapidement compris la situation en réalisant qu'ils
sont dans un monde alternatif et ont des compétences de triche. Les filles pleuraient et les autres s'ennuyaient. Mais le délégué de classe essayait de calmer tout le monde. Les délinquants ont remarqué que les nerds n'étaient pas aussi effrayés par ce changement soudain. Et ont menacé de les tabasser s'ils ne leur disaient tout ce qu'ils savaient sur ce monde. Mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, ils se font entourer par un tas de gobelins. Toutes les filles commencent à pleurer et même les délinquants commencent à agir comme une bande de salopes en se précipitant dans un coin. Mais c'était exactement le moment où chaque nerd dans le monde attend, et les nerds prennent les choses en main. Ils prennent immédiatement le contrôle de leurs capacités et utilisent leurs connaissances sur monde fantastique pour vaincre facilement les gobelins. Les fans moyens de Sam Sulek décident d'aider et ensemble ils parviennent à vaincre tous les gobelins de la région. Le représentant de la classe a rapidement repris les rênes et a conduit tout le monde dans une zone dégagée, près du lit de la rivière où ils pouvaient réellement voir tout danger s'approcher d'eux. Peu après, les nerds ont aidé tout le monde à comprendre les bases et ils ont tous monté des tentes pendant que le représentant de la classe répartissait le travail entre eux. Tout se serait bien passé si toute la classe avait travaillé comme une seule unité. Mais en réalité, les filles étaient les premières à décider qu'elles ne voulaient pas monter des tentes et travailler, alors elles sont parties seules, réalisant que partir était une option. Les délinquants ont décidé de les abandonner aussi, tandis que le représentant de la classe essayait de tous les arrêter mais a échoué misérablement. Et lentement, toute la classe s'est divisée en leur propre groupe et ils sont tous partis chacun de leur côté. Cela a laissé le représentant de la classe avec les nerds et une poignée d'autres étudiants qui ont essayé de travailler ensemble en équipe, mais parce que tous les autres étaient si incompétents. Les nerds ont été forcés de faire la plupart du travail, y compris la bataille contre les gobelins et de s'assurer que leur camp ne soit pas attaqué. Ils voulaient aussi augmenter leur niveau aussi rapidement que possible car ils voulaient être en sécurité face aux deux compétences les plus dangereuses qui peuvent contrôler tout le monde. Malheureusement, les deux compétences ont été prises par les délinquants qui ne peuvent pas être fiables et la seule façon d'échapper à ce sort est d'avoir un niveau élevé de résistance magique. Les délinquants ont rapidement appris cela aussi. Et pour contrer ce que faisaient les nerds, ces déchets inutiles d'oxygène ont commencé à monter en niveau également pour s'assurer que leurs compétences règnent en maître afin qu'ils puissent prendre le contrôle de tout le monde. Les nerds ont parlé de ce plan aux représentants de la classe qui a décidé de s'entraîner et de monter en niveau aussi. Enfin, après quelques jours, les délinquants ont réussi à apprendre l'esprit compétences de contrôle et à leur grande surprise, ils ont trouvé par hasard la déléguée de classe qui se promenait à proximité. Ces dégénérés sans valeur ont immédiatement essayé de lui jeter leur sort. Mais la déléguée de classe avait d'autres plans et leur a donné une décharge électrique, les forçant à tomber au sol. Les nerds les ont aidés à les ramener au camp où leurs plans ont été révélés. Et ainsi les délinquants ont été expulsés du groupe. Malheureusement, ce n'était pas la fin heureuse qu'ils attendaient, car ces losers héroïques ont décidé d'attaquer leurs propres camarades de classe et ont commencé à brûler les camps et à poursuivre les nerds pour leur donner une leçon. Le camp entier a été détruit car personne n'osait s'opposer aux délinquants qui avaient des capacités de contrôle mental et cela a vraiment brisé les nerds qui avaient tant travaillé pour le camp. De plus, les filles de la classe ont commencé à montrer leur côté négatif en blâmant les nerds pour tout, car ils n'auraient pas dû chercher à se battre avec les délinquants alors qu'ils ne pouvaient pas défendre. Petit à petit, toute la classe s'est retournée contre eux, et seule la représentante de la classe a pris la parole pour eux, mais comme la situation était trop gênante, ils ont décidé de partir. Haru était émerveillé après avoir entendu tout cela et les a serrés fort dans ses bras, affirmant qu'ils sont de véritables héros et a décidé de les inviter tous à une fête où ils se sont régalés, leur visage avec des champignons comme Mike Tyson dans un podcast. Le lendemain matin, Haru leur a dit au revoir avec un sac plein de champignons, tandis que les nerds demandaient s'ils voudraient rejoindre leur équipe car il correspond le mieux aux nerds. Ils prétendent qu'ils se dirigent vers la ville voisine pour devenir des aventuriers. Mais Haru leur dit d'aller se faire voir car il est un solitaire et les chasse littéralement comme un chien. Haru décide de vérifier le reste de ses camarades de classe, surtout le délégué. Mais en chemin, il finit par tomber sur un loup enragé. Le monstre loup le mord dans le bras, mais Haru parvient à le frapper sur le lui assène un coup sur la tête, l'étourdissant avant de continuer. Quand la nuit tombe, il trouve l'endroit où ses camarades de classe avaient campé plus tôt. Mais il ne trouve que les restes du campement. Il utilise rapidement ses compétences de pistage et commence à suivre les empreintes quand il sent soudainement les OS arriver droit sur lui, alors il essaie de se cacher et de s'éloigner.
Malheureusement, les OS le découvrent et crient pour qu'il s'arrête, mais il court comme un fou sachant qu'il ne devrait pas insérer son bois dans la folie. Mais les OS le forcent à s'arrêter et lui demandent s'il sait où sont les nerds. Il demande s'ils veulent faire courir des courses pour eux. Mais les OS lui disent de se taire car ils ont réalisé leur erreur et le fait qu'ils étaient en vie juste grâce aux nerds jusqu'à présent. Il leur dit de laisser tomber car les nerds sont partis depuis longtemps et les filles ne peuvent les poursuivre que si elles savent comment satisfaire tous les monstres sur le chemin. Il essaie de s'assurer qu'elles ne poursuivent pas les nerds et ne meurent pas d'une mort futile. Mais à sa grande surprise, les filles commencent à pleurer sans raison. Elles commencent à crier qu'elles voulaient simplement s'excuser, et la capitaine des filles supplie Haru de leur apprendre à survivre jusqu'à ce qu'elles puissent trouver les nerds. Les filles promettent de lui donner le super ultra guac guac 2000 après lui avoir craché dessus. S'il accepte de leur enseigner, alors Haru accepte. Les filles le suivent comme une bande de chiots perdus dans les bois et attaquent tout ce que Haru tue. Il remarque que l'une d'elles est blessée, alors il lui donne un peu de sa potion. Mais la sotte ne comprend pas que ce n'est pas du champagne et le jette simplement sur Haru. Il en a tellement marre de ces sottes qu'il commence à se demander quand il pourra retourner à sa grotte et se détendre, quand la déléguée de classe le remarque complètement perdu. La déléguée de classe semble heureuse de le trouver et crie son nom. Mais Haru est trop préoccupée par ses plans pour la regarder. Mais elle réussit à attirer son attention en lui criant dessus. Haru est choqué de voir la déléguée de classe juste à côté de lui et se demande s'il va. Il finit par avoir une chance de marquer avant que les délinquants ne les attaquent à nouveau. Cependant, la représentante de la classe ne semble pas aimer la façon dont il traîne avec des filles aussi tard dans la nuit et demande pourquoi diable. Ses pensées Instagram le suivent. Haru essaie de fuir ses questions, mais les autres filles qui suivent. La représentante de la classe commence à lui lancer des regards meurtriers, tandis que la représentante lui dit de rester où il est. Pendant qu'elle demande aux filles ce qu'il a fait. Haru ne veut même pas de leurs avances de toute façon et souhaite simplement retourner à sa vie d'incel à vivre seul. Mais il est forcé de rester assis pendant que les autres filles discutent de ce qui devrait être fait de leur situation. Haru décide de pratiquer un peu de magie pendant qu'il y est et commence à chanter certains de ses sorts de magie terrestre, ce qui finit par mal tourner alors qu'il se retrouve coincé sous terre. La représentante de la classe s'inquiète pour lui, mais comme son jeu de dégagement est fort, elle le libère facilement du sol. Elle en vient finalement à la conclusion qu'Haru est en fait inoffensif et qu'il voulait juste aider les pensées en échange de quelques services peu soignés qui peuvent être considérés comme des frais professionnels. Elle et son équipe de filles s'excusent de l'avoir dénigré, mais Haru veut simplement partir et jouer avec son bois chez lui. Mais dès qu'il mentionne un foyer, les filles s'intéressent et demandent s'il est né ici. Haru réalise que ces filles ont la réaction collective d'un grille-pain et leur dit qu'il est venu au monde tout comme elle, mais qu'il avait du temps libre alors il s'est construit un foyer. Ces chercheuses d'or commencent immédiatement à avoir une réunion de groupe, lorsque la représentante de la classe demande quelle taille fait sa maison. Haru réfléchit un instant et répond qu'il peut facilement accueillir environ 240 personnes. Et s'il enlève quelques meubles et maisons de bain, alors peut-être même plus. Les filles sont choquées d'entendre parler du bain, tandis que la déléguée de classe lui crie de vivre dans un tel luxe pendant que le reste vit comme Bear Grylls. Enfin, la déléguée de classe rassemble tout son courage et lui demande s'ils peuvent passer une nuit chez lui. Cela court-circuite vraiment son cerveau alors qu'il commence à imaginer ses filles en satin. Pendant que la déléguée de classe lui crie d'arrêter d'avoir des pensées scandaleuses. Il commence bientôt à marcher à travers les bois et d'une manière ou d'une autre, ce mec est équipé de Google Maps car il suit simplement les flèches la nuit tandis que les autres filles ont du mal à voir ce qui se trouve devant elles. Après avoir marché pendant ce qui semblait être une éternité, ils atteignent enfin sa maison, où elles commencent toutes à respirer fort, pendant que il les accueille dans son chez-soi pas si humble. Elle commence immédiatement à lorgner tous les objets luxueux qu'il a dans sa vie. Pendant qu'Haru se demande s'il a accéléré le processus de formation du harem. Les choses prennent un tournant incroyable lorsque ses filles aperçoivent enfin la salle de bain et que leurs vêtements se retirent aussi rapidement que je dure au lit. Les filles sautent immédiatement dans le bain ensemble pendant qu'Haru reste dehors. Se demandant si la vie en forêt a transformé leur féminité en sauvagerie. Haru décide finalement de mettre fin à la soirée et
se sent très heureux d'avoir son propre espace à l'extérieur. Mais même cela est interrompu par la représentante de classe qui entre dans sa tente et commence à jacasser, à propos de comment les autres gars les ont laissés seuls dans la forêt et à quel point il était difficile, pour les filles fortes et indépendantes de survivre sans leur misérable soutien-gorge et leur latte à la citrouille glacée. Mais le foyer de Haru leur a apporté un soulagement bien nécessaire. Haru lui dit qu'elle a fait du bon travail pour maintenir leur morale élevée et protégée. Tout au long de ce voyage et qu'elle ne devrait pas se comparer à ces otaku qui travaillent toute leur vie dans l'espoir d'être transportés dans un monde alternatif. La représentante de classe le remercie pour ses gentilles paroles et retourne à la maison où ils dorment bien pendant qu'Haru se procure de la weed et commence à imaginer les filles tout en s'exerçant à préparer un shake protéiné. Le lendemain matin, il se réveille espérant que personne n'allumera une lumière noire dans sa tente lorsqu'il aperçoit une fille aux cheveux violets dans sa tente. Il se demande si c'est là qu'il va rencontrer une demi-sœur originaire d'Alabama. Mais la fille se révèle être l'une de ses camarades de classe. Elle lui dit de se préparer pour le petit déjeuner car ils ont cuisiné des champignons et du poisson, ce qui le surprend vraiment au point qu'il finit par lui cogner la tête avec la sienne. Il court dehors et commence à dévorer le poisson comme un piranha affamé tandis que le représentant de classe demande pourquoi il agit comme s'il n'avait jamais vu de poisson auparavant. Haru dit à la salope de fermer sa gueule alors qu'il allait à la rivière tous les jours et regardait les poissons tout en mangeant ces putains de champignons. La représentante de classe demande pourquoi il ne les a pas attrapés, mais Haru répond que les poissons sont plus glissants que son bois hier soir, ce qui rend leur capture très difficile. Il demande comment diable ils ont attrapé ces poissons et la représentante de classe répond qu'ils ont de l'expérience avec les choses glissantes et qu'ils ont aussi de la magie. L'une des filles lui montre comment elle utilise la magie de foudre pour électriser les poissons, ce qui excite Haru, qui lui demande de le refaire une fois de plus. La fille produit à nouveau la boule de foudre, mais cette fois il s'approche d'elle et couvre l'éclair dans un cube en plastique avant de le jeter dans l'eau et de tuer tous les poissons. Cela l'excite vraiment, et il apprend même la magie de l'éclair de cette façon. Les filles sont un peu confuses, mais il explique que, avec sa magie de rangement, il peut apprendre la magie élémentaire. La représentante de la classe réalise que cela ressemble littéralement à une compétence de triche, mais Haru répond que le vieux con qui se fait appeler Dieu lui a donné des compétences de merde. Et que c'est juste une faille qu'il a trouvée. Plus tard, pendant que les filles jouaient dans l'eau, il demande à la représentante de la classe ses projets pour plus tard. La réplica répond qu'il prévoit de trouver leur chemin vers la ville voisine et ensuite chercher du travail là-bas. Haru réfléchit un moment et affirme qu'en ce moment ils ne sont pas très forts et indépendants, et devront monter en niveau. Les pensées s'énervent à cela car ils portent des vêtements moulants. Ce qui signifie clairement qu'ils sont puissants. Mais Haru sait qu'ils ne sont rien de plus que des putains stupides. Le représentant de classe demande s'il peut les aider à monter en niveau et Haru accepte immédiatement et commence leur entraînement de base. Quand ils demandent leur niveau, ils découvrent que le niveau le plus bas parmi leurs niveaux sont de 16, ce qui est dingue parce qu'il en est toujours à 7. Il se demande ce qu'il peut leur apprendre quand ils sont déjà beaucoup plus forts que lui. Lorsque soudain les buissons derrière eux bruissent, Haru les appelle à l'attention et révèle qu'un tas de loups se sont cachés et attendent leur chance pour mordre leur doux péchon, et en guise d'épreuve, il leur demande de se battre. Les filles semblent excessivement confiantes, comme toute femme émancipée de cette génération. Mais au final elles se révèlent totalement inutiles et se font massacrer de façon époustouflante. Après cette performance déshonorante, ils entrent tous dans la tente de Haru et commencent contemplant leurs projets futurs car elles n'ont aucune compétence, donc tout ce qu'elles peuvent faire, c'est soit retourner dans la cuisine, soit trouver un homme riche. Les pensées de la classe décident immédiatement qu'elles trouveront facilement un homme riche et le reste suit, se sentant à nouveau renforcé tandis que la fille aux cheveux roses du matin s'excuse d'être entrée dans sa tente sans sa permission car elle voulait juste s'assurer qu'il était un incel inoffensif et pas comme ces délinquants. Il leur dit de ne pas s'inquiéter et dort dans sa tente seulement. Pour se réveiller avec un délicieux petit déjeuner avec du poisson encore une fois. Alors qu'il mangeait, il entend certaines des filles retourner dans la forêt pour essayer de vaincre les loups avec leur charme féminin, je suppose, mais heureusement, le représentant de la classe les arrête et leur dit qu'ils doivent s'entraîner. Ainsi, l'entraînement commence alors qu'ils commencent à combattre des gobelins de niveau inférieur. Mais ces pauvres idiots sont si nuls que
Même le camion poubelle refuse de les prendre. Ils perdent tous 1-1, mais après un peu plus d'entraînement, le jour du match retour arrive enfin. Les loups semblent assez confiants et commencent même à lancer des provocations. Ils se demandent si cela encouragera les filles à se battre, mais certains de ces idiots sont en train de dormir, tandis que d'autres trouvent des excuses pour éviter le combat. Heureusement, tous ne sont pas inutiles car la fille aux cheveux roses prend l'initiative et bientôt certaines des autres filles suivent. Bien que leur exécution ait été inégale, elles parviennent à vaincre les pauvres loups assez facilement et font la fête ensuite, invitant même un des loups dans leur chambre ce soir pour une rave. Haru s'allonge en pensant que son travail avec ces idiotes est terminé, mais la représentante de la classe arrive bientôt et demande quand elles partent pour la ville voisine. Cela le prend par surprise, car il n'avait jamais prévu d'aller nulle part, mais ces salauds sont folles et elles le forcent à les accompagner en ville. Le lendemain matin, il est contraint de faire ses valises avec la fille aux cheveux roses. Tandis que la représentante de la classe donne à tout le monde un discours d'encouragement, elle tourne bientôt son attention vers Haru et réalise qu'il veut littéralement emballer tout ce qu'il peut dans le petit sac. Elle lui dit qu'ils ne peuvent pas porter autant de choses par eux-mêmes et finalement, après quelques allers-retours, Haru décide de laisser la plupart de ses affaires derrière. Et dit à la fille aux cheveux roses de rester ici et de veiller. La déléguée de classe est choquée par cela et dit à Pinky qu'ils ne la laisseront pas derrière. Après une dernière vérification pour s'assurer qu'ils ont tous les articles nécessaires, ils décident de partir à l'aventure. Haru regarde au loin, se demandant quels problèmes ils devront affronter durant leur voyage et dit à la déléguée de classe qu'ils devront rester ensemble, non. Peu importe s'ils veulent échapper à cette forêt vivant. À leur insu, cette nuit-là, lorsque la pluie a commencé à tomber, l'un de leurs camarades de classe qui était resté seul court à travers la forêt sombre, trébuchant sur des racines et des pierres, fuyant un attaquant caché. Son marathon se termine bientôt car il tombe finalement au sol et se retourne pour faire face à son attaquant encapuchonné, lui suppliant de le laisser vivre car il n'a pas les capacités qu'il recherche. Mais l'attaquant cruel ne semble pas s'en soucier et commence à étouffer le pauvre garçon, sans même demander de consentement ou décider d'un mot de sécurité. Comme prévu, le garçon finit bientôt par mourir, tandis que l'attaquant se déplace à nouveau dans la forêt, à la recherche de sa prochaine victime. Le lendemain matin, ils poursuivent leur voyage à travers la forêt alors que Haru réalise qu'il doit rester avec les filles en tout temps pour s'assurer qu'elles sont en sécurité face aux délinquants qui les poursuivent. Il décide d'essayer de quitter la forêt dès que possible car il ne se sentait pas en sécurité à l'intérieur. Mais en marchant à travers un terrain vide, il se retrouve soudain face à face avec un énorme orc brandissant une massive massue. Haru dit aux filles de se cacher derrière les arbres car il ne veut pas qu'elles soient blessées et leur ordonne de le surveiller de près afin qu'elles puissent aussi apprendre quelques techniques de survie en pleine nature. Il se prépare à affronter l'orc et commence à comparer la différence entre leurs bois. Mais il sait que la taille n'a pas d'importance, alors il utilise les mouvements lents de l'orc à son avantage et disparaît de la zone, laissant l'orc confus. Il rit doucement et reste caché derrière les arbres tout en se souvenant que les orques ont une très haute résistance physique, donc frapper avec un bâton serait une mauvaise idée. Au lieu de cela, il doit utiliser une attaque magique contre lui qui peut infliger beaucoup plus de dégâts. Il ouvre rapidement ses statistiques et commence à regarder par ses capacités magiques qu'il pourrait utiliser. Mais il réalise qu'il n'a que quelques sorts de base élémentaires qu'il utilise pour nettoyer, aspirer et épousseter le sol. Avant qu'il puisse prendre une décision, l'orc arrive à le trouver et fracasse l'arbre en 2 morceaux. Le gros grognon commence à brandir son gourdin, me rappelant mon ex toxique. Mais contrairement à moi, Haru est bon pour esquiver les folles, alors il recule constamment, en cherchant une solution à ce problème. Finalement, il profite du cerveau minuscule de l'orc et avec des mouvements habiles. Il apparaît derrière le gros idiot et lui assène un coup sur le crâne avec sa canne, prouvant que l'endurance est meilleure que la taille. L'orc tombe lentement au sol, inconscient, tandis que les filles obsédées par la taille regardent derrière les arbres, choquées de voir le gros au sol. Haru lui-même est choqué car il ne s'attendait pas à ce que l'orc soit vaincu aussi facilement, puisque les nerds lui avaient dit qu'il était résistant aux dégâts physiques. Les filles semblent agacées car elles ne peuvent rien apprendre de cela puisqu'il n'a même pas utilisé de magie. Il s'excuse et promet que le prochain idiot gras
qu'ils rencontreront sera tué uniquement avec de la magie. Il ne leur faut pas longtemps pour trouver leur prochain adversaire, car un orc stupide était s'occupant de ses affaires en marchant vers ses toilettes sales. Quand Haru décide de charmer les filles avec son aura illimitée et crée une petite boule de feu dans ses mains, il s'attend à ce que la magie ne soit pas très efficace puisqu'il l'utilise pour la première fois. Mais quand il crie « Kobe » et lance la boule sur l'orc, la boule explose dans son visage, tuant la bête d'une seule balle en pleine tête. Les filles sont à nouveau choquées car il n'y a aucun moyen qu'elles puissent apprendre quoi que ce soit de cette démonstration de pouvoir. Quoi qu'il en soit, elles passent une journée plutôt réussie donc au moment où la nuit tombe. Elles allument un feu de camp et commencent à faire des emplois naturels en créant une cuisine et en cuisinant des aliments. Pendant ce temps, Haru reste occupé à créer des pièges autour de leur campement et à s'assurer que leurs tentes sont protégées à la fois des monstres et de tout autre ennemi. Soudain, il détecte quelqu'un qui s'approche, alors il saute immédiatement en action et se cache derrière un arbre. Il réalise que les intrus sont des humains et s'attend à ce que les délinquants arrivent. Mais les intrus s'avèrent être les sportifs à la recherche de créatine dans la nature. Haru est soulagé de les voir par rapport aux délinquants. Ils sont beaucoup plus sympathiques. Il semble être surpris de voir Haru dans la nature et affirme qu'il cherchait les filles car il voulait prévenir tout le monde d'une nouvelle capacité dangereuse dont ils viennent juste d'apprendre l'existence. Haru s'intéresse immédiatement pendant que le sportif sous stéroïdes lui parle d'une capacité secrète, appelée Hijack, qui est encore plus mortelle que les capacités de contrôle mental des délinquants. Ils prétendent qu'ils ne peuvent faire confiance à personne maintenant, alors Haru décide de leur faire une blague et fait semblant d'avoir la compétence Hijack. Les sportifs, cependant, rient simplement de cela, affirmant que même s'il avait la capacité Hijack, cela n'aurait pas d'importance car il resterait enfermé chez lui. Haru prend offense à cela et affirme qu'il a en réalité une capacité appelée servitude, mais les Jocks affirment que c'est maintenant 2024 et qu'il ne vibre pas avec l'idée de l'esclavage même dans le sud. Après cela, il salue Haru en lui disant de rester vigilant contre la personne ayant cette capacité de détournement alors qu'ils s'en vont dans la forêt pour chercher un shake protéiné. Le lendemain matin, les filles se préparent pour une formation au combat, mais pendant qu'elles s'occupaient du maquillage, Haru décide d'aller dans la forêt pour libérer l'un d'eux. Mais la représentante de classe finit par le suivre. Elle l'arrête et lui demande où il était la nuit dernière, et Haru répond honnêtement qu'il a rejoint les sportifs qui l'ont averti d'une capacité de détournement. La représentante de la classe semble immédiatement un peu pâle alors qu'elle commence à se tortiller avant de baisser la tête et de s'excuser d'avoir caché quelque chose d'important. Cependant, Haru n'est pas idiot, car il a déjà deviné qu'elle a probablement la capacité de détournement. La représentante de la classe est choquée de voir Haru si calme, alors qu'elle demande où il a découvert cela. Haru répond qu'il n'est pas aussi idiot que ces crétins. Goinfre de créatine et a déduit cela de son comportement. La représentante de la classe a toujours l'air confuse, car le détournement est une capacité assez effrayante. Pouvoir de voler les compétences de quiconque après les avoir tués. Haru lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car les nerds savent ce qu'ils font. Puisqu'il essaie déjà de sceller les capacités de contrôle mental des délinquants. Mais même après avoir appris ses capacités de piratage, ils n'ont pas pris la peine de changer quoi que ce soit, ce qui signifie simplement qu'ils lui font confiance. Haru ressent la même chose en lui disant qu'il est plutôt soulagé de savoir qu'elle a cette capacité de triche, car il sait qu'elle ne l'utilisera pas pour blesser qui que ce soit. La représentante de la classe se sent très soulagée après avoir entendu cela, et elle commence à sourire à Haru, ce qui le motive vraiment alors qu'il décide de courir dans la forêt pour en attraper un avant de commencer la journée. Quand il revient au camp, il commence à vendre des chèques aux noix avec option cacao. Pour une raison quelconque, et commence à demander de l'argent. L'une des pensées accepte immédiatement de vendre son corps, et Haru accepte évidemment l'accord, mais le représentant de classe le ferme immédiatement. Car elle ne laissera personne se faire exploiter. La pensée se sent cependant assez déçue car elle voulait vraiment ce shake aux noix. Donc Haru décide qu'il devrait mieux commencer à marcher pour remettre leurs esprits en route. Ils font de bons progrès quand soudainement Haru aperçoit la rivière en amont et dit au représentant de classe qu'il va avancer pour explorer un peu pendant qu'elle s'assure que le groupe est en sécurité. Le représentant de la classe voulait l'arrêter alors qu'il entrait dans la forêt ce matin également. Et est revenu avec un shake de noix de coco suspect. Haru cependant n'écoute pas et utilise sa super vitesse pour se lancer dans la forêt et commence ensuite à utiliser son sort d'infusion magique pour alléger son corps.
Cela lui donne la capacité d'être plus agile alors qu'il saute sur les arbres avant de se propulser dans le ciel pour avoir une meilleure vue. Il se rend rapidement compte qu'ils ont parcouru beaucoup de terrain, et ce débile a oublié qu'il n'a pas de train d'atterrissage, donc il essaie de flotter dans le ciel de manière comique. Mais échoue évidemment et tombe au sol, survivant à peine avec un HP. Au moment où il retourne au camp, il fait déjà nuit. La déléguée de classe est en colère de le voir tout meurtri. Il lui dit calmement qu'il est tombé d'un arbre, tandis qu'elle lui crie d'arrêter de se frapper la tête encore et encore alors qu'il a déjà très peu de morale. En général, Haru n'a pas à s'occuper des filles et de leurs opinions, alors il essaie de la calmer avec un shake de noix au chocolat, en option. Mais la déléguée refuse et s'éloigne, tandis que la classe court immédiatement vers lui, lui demandant un remède contre le mal de dos. Grâce à son exploration, ils ont trouvé un moyen beaucoup plus rapide à travers la forêt le lendemain matin, et après quelques pleurs de filles dans des sports nautiques, ils finissent par tomber sur une bande d'orques. Les bâtards s'avèrent être super habiles à fuir alors qu'ils écrasent immédiatement le pauvre Haru sous leurs chaussures pour s'enfuir. Enfin, après avoir réglé tous les problèmes et voyagé à travers les forêts pendant plusieurs jours, ils parviennent à sortir des bois et à avoir la première vue de la magnifique ville devant eux. Haru remarque soudain qu'il semble avoir débloqué une nouvelle compétence appelée marche dans les airs. Il décide de l'essayer et, à sa grande surprise, avec cette capacité, il parvient à marcher facilement dans les airs comme s'il montait des escaliers. La représentante de la classe est choquée de voir cela, mais Haru lui dit de se calmer. Vérifie la zone pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger aux alentours. Il grimpe haut dans le ciel et utilise sa supervision pour vérifier loin et large quand il découvre soudainement des PNJ armés et en armure, se battant contre une bande de monstres. Il redescend au sol et en parle au délégué de classe, qui affirme immédiatement qu'ils doivent aider ces gars-là. Haru n'est pas intéressé à avoir de la concurrence pour les filles, donc il refuse, prétendant que ces gars pourraient très bien être des bandits. Mais le délégué de classe le supplie d'aider, car s'ils ne sont pas des bandits, ils pourraient mourir d'une mort douloureuse. Haru réalise que ces types sont fous, alors il leur dit pour se détendre pendant qu'il va seul et vérifie le problème. Le problème reste que les PNJ sont assez éloignés. Il décide d'utiliser son ingéniosité en combinant différents sorts avec une infusion magique pour rendre son corps très léger, puis il utilise la magie du vent pour un coup de pouce. Avec ses sorts, il commence à utiliser l'air step et saute d'une marche à l'autre avec une vitesse incroyable. Son pari finit par payer quand il réalise qu'il peut maintenant se rendre dans des endroits lointains très facilement. Malheureusement, le délégué stupide a fini par attiré par sa magie alors qu'elle lutte pour tenir son capuchon. Mais à cause du poids supplémentaire et ne sachant pas comment freiner, Haru atterrit brutalement près des PNJ. Grâce à son arrivée, les monstres finissent par mourir, tandis que la représentante de classe s'évanouit de froid, tandis que les PNJ se demandent qui diable sont ces idiots fous. Les PNJ se présentent sous le nom de GAT et OFT, affirmant qu'ils étaient ici pour accomplir une quête pour tuer ces monstres, mais ils étaient clairement dépassés, et sans Haru, ils seraient morts. Les filles du groupe se soignent rapidement mutuellement, tandis que le groupe commence à réparer leur chariot quand Haru leur offre des champignons grillés. GAT l'attrape joyeusement, mais en une seule bouchée, il réalise que ce ne sont pas des champignons normaux, mais quelque chose appelé des champignons bœufs, qui peuvent les aider à regagner immédiatement leur force. Haru distribue les champignons aux membres restants du groupe qui retrouvent immédiatement leur énergie, se demandant pourquoi cet étranger leur offrirait de telles ressources alimentaires précieuses. Cependant, l'esprit d'Haru est bloqué sur le fait que ces vieux cons soient entourés de ces filles absolument canonnes, ce qui le met en rogne alors qu'il se prépare à les frapper. Heureusement, la représentante de classe se réveille et l'arrête immédiatement. Bientôt, les autres salopes arrivent également sur les lieux et sont immédiatement enchantées par les belles elfes alors qu'elles demandent leur routine de beauté. Pour les aider à survivre, les PNJ décident de les escorter jusqu'à la ville, ce qui est un énorme accomplissement alors que les filles entrent joyeusement dans la ville, attendant leur prochaine aventure. Haru est assez heureux de voir que les filles semblent ravies par la nouvelle ville alors qu'elles courent dans le cercle de la ville, visitant chaque magasin pendant qu'Haru se demande s'il devrait partir, puisque son travail ici est terminé.
Pendant qu'Haru se détend avec son Jack Daniels, les filles semblent devenir folles alors qu'elles regardent tous les bâtiments qui ressemblent à des cupcakes, ce qui leur met l'eau à la bouche. Heureusement, la représentante de la classe est là pour garder tout le monde sous contrôle pendant qu'elle crie à Haru pour l'aider à gérer ses troupeaux d'idiots maladroits car elle ne peut pas tout faire seule. Elle sonne sa sifflet qui amène immédiatement toutes les filles vers elle comme un groupe de chiens dressés, ce qui surprend Haru car elle ne s'attendait pas que la représentante de classe détienne autant de pouvoir. En voyant cela, il se sent plus rassuré, pensant que les filles sont entre de bonnes mains. Mais la représentante de classe n'est pas près de le laisser tranquille aussi facilement. Elle commence à élaborer le plan pour la journée en leur disant qu'au premier abord ils vont se rendre à la guilde des aventuriers où ils vont échanger tout le butin qu'ils ont collecté jusqu'à présent. Avec l'aide de l'argent obtenu, ils vont s'inscrire auprès de la guilde, et après cela, ils pourront passer une bonne nuit de sommeil dans un lit confortable. Tout le monde semble être sur la même longueur d'onde jusqu'ici. Mais ensuite, la représentante de la classe mentionne que quelques jours plus tard, ils commenceront aussi à demander des informations sur les nerds de la classe. Mais cela rend les pensées de la classe assez folles car ils veulent trouver les nerds le plus vite possible, afin de pouvoir s'excuser de les avoir maltraités sans raison. La représentante de la classe s'excuse, affirmant qu'elle veut évidemment trouver les nerds aussi. Tandis que Haru saute et demande si la classe veut donner aux nerds une bonne gâterie. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à la guilde des aventuriers. Mais c'est beaucoup plus effrayant que ce qu'ils avaient imaginé. Ils s'attendaient à un endroit rempli de filles avec de gros atouts et des visages accueillants. Mais à la place, ils sont accueillis par une bande d'hommes mûrs les regardant avec envie. En se demandant qui diable sont ces nouveaux. Heureusement, OFT apparaît des escaliers et appelle Haru, en affirmant que le maître de la guilde voulait les voir. Alors Haru dit au délégué de classe d'attendre à l'extérieur, pendant qu'il entre dans la guilde tout seul. Dès qu'il entre, tous les aventuriers commencent à le fixer. Tandis que Gat lui indique d'entrer où il trouve un maître de guilde au visage en colère qui demande s'il est le Haru qui a combattu contre les bêtes sauvages. Haru a peur et se demande s'il ne devrait pas simplement s'enfuir. Mais il décide de prendre son courage à deux mains et hoche la tête en accord. Soudain, toute l'atmosphère change lorsque le maître de guilde commence à agiter ses mains, le remerciant d'avoir sauvé la vie de cette équipe. Car sans lui, l'équipe d'Oft aurait été morte. Haru est plutôt secoué par cette rencontre, mais décide de descendre où il trouve une réception ouverte. Il décide d'échanger certains des cristaux émeraudes qu'il a récoltés en chemin. La fille aux lunettes à la réception prétend qu'elle peut évaluer les cristaux et lui donner un prix équitable. Alors Haru décide de tenter sa chance et verse un énorme sac de systole sur la table. Ce qui choque complètement la fille qui se demande qui est cet homme. Après cela, Haru se sent comme un vrai joueur, car il affirme qu'il a même plus de cristaux prêts, mais la fille dit qu'ils n'ont pas la capacité de vérifier autant de cristaux en ce moment et demande un délai d'un jour. Haru accepte cela et commence à marcher vers la salle principale où il découvre que les filles se sont déjà enregistrées à la guilde. Les aventuriers semblent très surpris car presque toutes les filles sont déjà niveau 30, ce qu'ils n'attendaient pas du tout. Mais Haru sait qu'il a entraîné les filles suffisamment pour qu'elles puissent même vaincre facilement un aventurier de niveau 40. Finalement, l'un des membres de la classe pousse Haru à l'intérieur pour s'enregistrer également, et bien qu'il n'ait pas prévu de travailler comme aventurier. Il décide néanmoins d'essayer sa chance car c'est le moment où il peut impressionner toutes les filles et dire adieu à sa vie d'incel. Il entre fièrement dans la pièce où une fille blonde vérifie ses statistiques, mais le traite de perdant, affirmant qu'il faut au moins être niveau 10. Et faire partie d'un groupe pour s'enregistrer au syndicat. Cela brise totalement Haru qui tombe au sol alors qu'il commence à supplier une seconde chance. Mais la fille lui dit de grandir et de commencer à faire des efforts, car c'est la seule façon dont il peut entrer à une fête avec son visage laid. Elle lui dit qu'il ne peut commencer à aventurer seul une fois qu'il atteint le niveau 20. Et il ne sera même pas considéré comme un vrai aventurier jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 30. Il réalise qu'il n'y a aucun moyen pour lui d'avoir un groupe en raison de sa compétence solitaire et il ne peut même pas partir seul car il n'est même pas proche du niveau 20. Cela le brise complètement alors qu'il se demande s'il restera toujours un perdant. La représentante de classe se sent vraiment mal pour Haru, alors elle le réconforte, et ils finissent par se faire leur chemin vers l'hôtel pour passer la nuit.
Après un long moment, ils finissent enfin par dormir dans de vrais lits, ce qui était tout ce qu'ils voulaient. Mais Haru reste éveillé dans son propre lit car il se sentait beaucoup plus à l'aise en dormant dans la forêt. Le lendemain matin, tout le monde sort pour explorer la ville car c'est assez sûr. Et même Haru décide qu'il devrait juste récupérer l'argent des émeraudes et retourner dans la forêt, car les filles devraient être en sécurité maintenant. Mais malheureusement, la fille à la réception avec ses supérieurs s'excusent tous auprès de Haru car ils n'ont même pas assez d'argent en ce moment pour payer toutes ces émeraudes. Le maître de la guilde sort, affirmant qu'il a apporté tant de cristaux d'émeraude que il n'avait même pas assez de main-d'œuvre pour les compter correctement, encore moins pour les payer. Il demande donc à Haru s'il souhaite être payé en plusieurs fois. C'est tout à fait acceptable pour Haru car il adore le capitalisme et reçoit un gros sac de 5 zizenzen dollars, ce qui le choque totalement. Il semble assez satisfait de ce qu'il a gagné, mais évidemment, au moment où un perdant obtient de l'argent, toutes les filles commencent à devenir des sangsues alors qu'elles célèbrent et se préparent à faire du shopping comme si c'était leur argent. Gat, en revanche, est un vrai frère qui dit à Haru qu'il devrait se débarrasser de ses femmes et en trouver de vraies car il connaît un endroit. Immédiatement, la bouche de Haru commence à saliver puisqu'il a pratiqué pour le mois sans éjaculation de novembre et qu'il se retient depuis 23 jours sur ses toilettes crasseuses. Le délégué de la classe essaie de l'arrêter, mais il l'ignore et commence à marcher avec Gat tout en rêvant à toutes les filles qu'il va rencontrer, mais il est encore une fois déçu de voir une vieille boutique usée sur le bord de la route. Haru a l'air plutôt déçu, mais Gat promet que cette boutique vend uniquement les meilleurs objets trouvés dans les donjons. Haru commence bientôt à fouiller parmi tous les objets en vente et réalise que Gat ne mentait pas. Car ces objets sont définitivement assez uniques et intéressants. Cela le pousse à une frénésie d'achat alors qu'il commence à essayer différentes armes, des armures et des objets magiques tandis qu'il les met tous dans son chariot après avoir fait ses courses. Pendant une journée entière, son regard tombe sur un collier spécial. Il demande au type bizarre ce que ce collier fait. Il répond qu'il peut fusionner plusieurs objets en un seul. Haru pense que cela pourrait être assez utile lorsque le représentant de classe arrive sur le lieu, lui disant de se calmer avec ses achats et de retourner dormir. Malheureusement, Haru finit par glisser et fusionne accidentellement tous les objets ensemble. La fille, le garçon bizarre est horrifié, à cela alors il pleure, affirmant qu'il ne peut pas fusionner avant l'achat car tous ces objets valent plus de 60 000 dollars. Cela choque Haru alors qu'il sombre dans la dépression tandis que Gat essaie de négocier le prix un peu, tandis que le représentant de classe s'excuse en prétendant qu'ils n'ont que 50 000. Quelques jours passent après cela et Haru est toujours déprimé car il est à court d'argent. Maintenant, et il y a encore tant de choses qu'il voulait acheter. Il ne sort même pas pour chasser plus de cristaux car il ne peut pas faire de quête avant d'atteindre le niveau 20, et il ne peut même pas essayer de fusionner avec les filles, car le représentant de classe le prendrait et le remettrait dans ses tours. Après avoir réfléchi un moment, il décide que c'est maintenant le moment de quitter la vie de la ville, donc il attrape le manteau invisible de Harry Potter, et marche droit devant toutes les filles de la zone. Après avoir quitté la tour, pour une raison quelconque, ce gros idiot enlève sa cape et commence à courir comme un toxicomane dans les rues. Et décide de se garer pour sortir des murs de la ville. Mais il n'est pas aussi cool qu'il le pense et se casse les noix en haut des murs. Tandis que les filles sportives de sa classe le regardent glisser lentement le long du mur en douleur, sachant qu'il ne deviendra jamais père. Son plan échoue de manière spectaculaire et il est renvoyé à la tour, et le lendemain. Le représentant de la classe lui dit de rester en arrière et d'être un gentil garçon en punition pour avoir essayé de s'enfuir. Haru fait semblant d'accepter ses ordres et promet de rester sur place, mais au moment où ils sont éteints, il prend rapidement son manteau et traverse simplement la ville à nouveau. Mais cette fois, il garde son manteau. Il passe simplement devant le gigantesque fils de pute ressemblant à un dim sum à la porte et sort bientôt des murs de la ville et commence à courir vers les forêts. En chemin, il aperçoit un village détruit et une bande de gobelins à proximité, qu'il ignore puisqu'il n'est pas un héros et continue son chemin vers la jungle. En chemin, il aperçoit également une carriole en train d'être volée par une bande d'hommes et il s'arrête un instant se demandant s'il devrait aider, mais réalise que ces choses se produisent probablement tous les jours dans ce monde et essaie de l'ignorer. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, cependant, l'un des voleurs lui lance une lance, qu'il évite tandis que les autres se préparent à attaquer. Il leur dit qu'il veut juste être seul.
Mais il commence à se moquer de sa façon de parler, ce qui ravive de vieux souvenirs. Et dans sa colère, il commence littéralement à les ridiculiser. Les voleurs décident bientôt de riposter et commencent à utiliser leur capacité spéciale pour l'attaquer, ce qui aurait pu être dangereux. Mais ces idiots n'étaient que des beaux qui ne pouvaient que spammer un seul sort et se fatiguer rapidement. Assez rapidement, une fille gâtée sort de la carriole et se présente comme Mary. La noble fille le remercie de l'avoir sauvé des bandits et le supplie de l'accompagne pour le reste du chemin car elle a peur qu'un autre gang de brigands ne l'attaque. En échange, elle lui offre un guac-guac 2000 et bien que Haru veuille retourner dans la forêt, il ne peut pas refuser une telle offre et accepte de l'escorter à travers la forêt dangereuse, se demandant quelles créatures monstrueuses l'attendent sur son chemin. Bientôt, ils atteignent la ville et Haru ne reçoit pas ce que Mary lui avait promis. Il devient impatient et pense qu'il n'aurait pas dû accepter sa demande alors qu'il arpente le hall d'attente de son château. Il décide de retourner immédiatement dans la forêt mais Mary descend après s'être changée et porte des vêtements frais, et fait mine d'être fâchée que bien qu'elle prévoit de bien le traiter. Il n'a d'autre choix que de se plier à ses désirs et, à sa surprise, sa façon de dire merci est mieux que ce qu'il avait prévu. Elle lui offre un dîner complet qui ferait suffoquer et mourir des végétaliens. Il commence à engloutir la viande comme un sauvage. Et Mary est irritée par son manque de manières. Quoi qu'il en soit, elle le récompense avec une bourse d'argent et une carte d'identité VIP qui peut lui permettre d'entrer et de sortir de la ville comme bon lui semble. Cependant, à son grande irritation, Haru ne lui accorde pas d'attention car il est occupé à dévorer la nourriture. Le lendemain, il se fait entourer par la représentante de classe et d'autres filles qui veulent savoir où il a passé la dernière nuit. Haru leur dit qu'il a été invité à la maison du maire de cette ville et assure que ce n'était pas parce qu'il essayait d'échapper à la forêt. Les filles le croient et partent ensuite pour la forêt. Elles-mêmes pour monter de niveau et obtenir des ressources. Une fois qu'elles sont parties, Haru se prépare également à quitter la ville. Et cette fois, il est confiant que la carte d'identité va l'aider à traverser tout. Avant de partir, il achète quelque chose dans le magasin du type bizarre. Et de la nourriture pour sa confortable vie de solitaire dans la forêt. Il écrit aussi une note pour la déléguée de classe afin qu'elle ne se mette pas en colère, disant qu'il va veiller sur les sportifs puisqu'il s'inquiète pour eux. Comme ce n'est pas complètement faux, Haru pense que cela suffira à empêcher la déléguée de classe de le chercher. Sur ce, il se dirige vers la porte et montre au gros imbécile son carte d'identité pour sortir de la ville légalement. Il se sent chez lui dans la forêt avec les créatures sauvages et les monstres vivant librement. Sa maison lui manque et il pense qu'il peut enfin devenir un solitaire comme il était destiné à l'être. Juste à ce moment-là, un orc l'attaque par derrière. Mais Haru l'assomme facilement avec son bâton. Cependant, il trouve cela étrange car les orques ne sont pas censés se trouver dans les parties extérieures de la forêt. Il pense qu'il se passe quelque chose de louche et s'enfonce plus profondément dans la forêt. Où il trouve une énorme tache de sang sur le sol. Haru panique un peu, se demandant si ce sang appartient aux nerds, ce qui est peu probable. Car ils sont des maîtres en ce qui concerne les choses d'un autre monde. Il pense qu'il s'agit probablement du sang des sportifs ou des délinquants. Et décide de suivre la grande traînée de sang. Il trouve les sportifs gravement blessés et son cœur se brise, pensant qu'ils pourraient ont provoqué une bagarre avec les délinquants et ont fini par mourir. Cependant, il voit que l'un d'eux respire encore, et il jette immédiatement toutes les potions de guérison qu'il a fabriquées à partir des champignons sur eux. Il espère qu'ils pourront se rétablir parce que Sam Sulek le ferait, et ses souhaits sont exaucés lorsque le chef des sportifs ouvre les yeux. Haru les conduit tous dans sa grotte, où il lui raconte ce qui s'est réellement passé. Ils ont essayé de confronter les délinquants pour protéger les filles, mais tout à coup, Tanaka, qui était censé être leur nord de compagnie, les a trahis. Il a tué tous les délinquants et a même volé les armes op qu'ils avaient reçues en venant dans ce monde, et il n'avait d'autre choix que de fuir devant lui. Cependant, il les a attrapés, et il n'était pas un match pour lui. Les sportifs disent que Tanaka était terriblement fort, et il l'était. Il cherchait le représentant de la classe avec une détermination inébranlable. Même les costauds sont assez intelligents pour réaliser que Tanaka cherche la compétence de détournement qui doit être avec le représentant de la classe. Haru est choqué que les sportifs puissent réellement penser, et ils lui disent que Tanaka a perdu de vue le représentant de la classe, alors il les a battus à un pouce de leur vie, croyant qu'ils iraient à elle pour demander de l'aide. Cependant, les sportifs étaient prêts à se sacrifier et au lieu de cela, ils ont rampé vers la caverne de Haru pour qu'ils soient attirés là-bas, et Haru serait capable de faire quelque chose à propos de la situation. On lui demande son aide pour vaincre Tanaka, et bien qu'il n'ait pas voulu s'impliquer
Au début avec les autres, il ne peut pas se désengager de ce combat. Il dit aux Jocks qu'il s'occupera de Tanaka, mais qu'il va le faire seul. Tout le monde est choqué, mais le leader des Jocks fait confiance au fait que Haru a un plan. Haru leur dit de se hâter vers la ville et de garder les filles en sécurité pendant qu'il gère la situation ici. Il sait que avoir les Jocks de son côté augmenterait ses chances de victoire. Mais si tous devaient mourir dans le combat, les filles seraient sans défense. C'est pourquoi il pense que se battre contre Tanaka. Fardeau à portée, et il prévoit de devenir plus fort rapidement. Il commence à élaborer une stratégie pour contrer les puissantes armes que Tanaka a prises aux sportifs. Comme il l'a vu en combattant les bandits, les compétences en armes sont fortes, mais il n'y a aucun moyen de les arrêter une fois qu'elles commencent. C'est pourquoi il décide de créer une nouvelle compétence qui n'a pas de faiblesse. Juste à ce moment-là, il aperçoit des gobelins reniflant le sang, et décide de les utiliser comme point d'expérience. Il élimine rapidement les gobelins de haut niveau, mais il meurt en un coup et ne lui donne pas grand-chose. Haru souhaite combattre un ennemi plus fort, et puis, soudain, il sent un puissant monstre à proximité. Il se retourne pour trouver un roi gobelin qui charge vers lui sans avertir. Haru ne peut que esquiver les attaques impitoyables du roi gobelin, et réalise qu'il utilise une sorte de compétence d'arme. Il sait qu'un coup et il serait envoyé voir son créateur. Mais il décide de vaincre le monstre et de devenir plus fort. Il combine les différentes compétences qu'il possède et renforce son bâton pour abattre le roi gobelin d'un seul coup. Il est satisfait de sa stratégie et de sa progression quand, soudain, un monstre encore plus puissant apparaît derrière lui. C'est un empereur gobelin de niveau 50, et Haru réalise qu'il ne peut rien faire contre lui s'il l'affronte de front. Alors, il fait exactement cela et charge vers l'empereur gobelin, avec la nouvelle compétence Gambi qu'il a développée. Il parvient à toucher l'empereur gobelin, mais son attaque n'a presque pas de dégâts. Le monstre se relève et marche alors comme Jackie Chan dans Drunken Master. Avant d'attaquer soudainement Haru, lui frôlant juste le visage. Haru continue d'esquiver la pluie de coups de l'empereur gobelin, et lance ensuite une contre-attaque en voyant une ouverture. Il est parvenu à considérablement réduire la jauge de santé du monstre, mais celui-ci utilise une compétence de soin pour restaurer sa santé et même augmenter sa force. Le monstre envoie alors une attaque tranchante volante sur Haru, le projetant contre les arbres derrière lui. Il est fatigué et éraflé à présent, mais il se persuade que il n'est qu'un faible parce que les Jocks ont survécu à des blessures encore plus graves que les siennes. Donc, il devrait s'en sortir à ce niveau. Il se relève et attaque l'empereur gobelin. Et après avoir combattu toute la nuit, Haru finit par le vaincre et atteindre le niveau 11. Il pousse un rugissement de victoire pour célébrer, puis retourne à sa maison dans la forêt. Il vérifie ses statistiques après avoir gagné un niveau et découvre plus sur l'utilisation de ses compétences. L'attaque Gambi qu'il a créée plus tôt a été enregistrée comme une compétence. Et Haru est convaincu qu'elle n'a pas de faiblesse, qui sera utile lors de son combat contre Tanaka. Plus tard ce soir-là, alors qu'Haru se tient à l'extérieur de sa grotte, Tanaka vient lui faire face. Il est déçu car il espérait que les sportifs le mèneraient aux représentants de classe. Mais au lieu de cela, ils l'ont amené au solitaire de la classe. Il dit que c'est dommage qu'il n'ait pas pu trouver le délégué de classe même après tout ce qu'il a fait, y compris manipuler les imbéciles, délinquants et diviser la classe en groupes séparés. Haru est furieux et demande ce qu'il a fait aux autres garçons, et Tanaka a dit qu'il les a tués il y a longtemps. Il ne considère même pas Haru comme une menace et lui dit de se détendre avec ses compétences inutiles dans la forêt. Haru pointe son bâton vers lui, et Tanaka lui dit d'éloigner son bâton sale et malodorant de son visage. C'est ce qu'elle a dit. Haru lui dit que même s'il est un solitaire, il protégera le représentant de la classe. Et Tanaka sourit de manière menaçante en disant qu'il le tuera en premier dans ce cas. Tanaka libère toute sa puissance et envoie des pierres volées vers Haru comme avertissement. Il dit ensuite que dans la salle blanche, quand tout le monde choisissait des compétences, il est passé en dernier et s'est assuré que toutes les compétences restantes étaient nulles. Il sourit en demandant à Haru s'il peut le vaincre avec ses compétences sans valeur. Et envoie ensuite des pierres plus grosses vers lui. Haru se prépare à se défendre contre elle, mais ensuite, Tanaka utilise sa capacité unique appelée Tweak. En conséquence, le corps de Haru commence à se déformer, et il a du mal à bouger. Malgré cela, il esquive les pierres, d'une manière ou d'une autre, et ensuite, Tanaka invoque des pics de cristal juste sous ses pieds. Haru les évite aussi, mais il est épuisé maintenant car son corps se sent beaucoup plus lourd.
Tanaka admet qu'il est meilleur qu'il ne le pensait, et puis lui demande depuis combien de temps il le soupçonne. Haru répond qu'il a douté de lui dès le tout premier moment. Il savait que Tanaka irait soit avec les nerds, soit deviendrait un solitaire, mais il était choqué de le voir avec les délinquants, et pensait qu'il devait y avoir une raison derrière cela. Après cela, Haru lui demande quand il a commencé à agir selon ce plan. Tanaka révèle qu'il y a pensé aussi, dès qu'ils ont été téléportés de la classe. Il a raté la compétence de détournement, mais ensuite il a vu la compétence de modification qui peut manipuler légèrement les cibles, donc il l'a choisi. Il a manipulé les stupides délinquants, et le reste appartient à l'histoire. Tanaka dit qu'ils ont assez parlé, et il attache le pied de Haru avec une liane. Il lance ensuite un puissant sort de feu sur lui, pensant que cela suffira à le tuer. Mais à sa grande surprise, Haru absorbe les flammes dans son personnel, grâce au pouvoir de l'herbe qui s'est fusionné avec lui. Il se dirige immédiatement vers le comptoir pour frapper Tanaka pendant qu'il est encore sous le choc. Mais il s'avère que Tanaka faisait juste semblant. Il sort une épée de son derrière pour bloquer l'attaque de Haru, puis le repousse. Ensuite, il invoque toutes les armes de son arsenal, disant qu'il va enfin pouvoir toutes les essayer. Il charge Haru avec une épée et change rapidement d'arme à chaque coup. Haru est complètement sur la défensive, et il peut à peine se défendre contre les attaques imprévisibles et rapides de Tanaka. Il essaie de se cacher dans les buissons, mais reçoit une attaque puissante qui l'envoie voler de l'autre côté de la rivière. Haru réalise qu'il n'est pas assez fort pour affronter Tanaka, et se demande comment il peut utiliser autant d'armes et de pouvoirs à la fois. Tanaka arrive et lui demande de renoncer, mais Haru se relève et demande s'il utilise la technique de l'imitation pour copier les capacités de leurs camarades de classe. Tanaka confirme et ajoute qu'il prévoyait d'utiliser cela pour copier la capacité de détournement de la déléguée de classe et ensuite la tuer pour mettre la main sur le vrai pouvoir. Après cela, il ne lui faudra pas longtemps pour tuer tout le monde et voler leurs capacités aussi. Haru réalise qu'il est face à son ennemi le plus redoutable jusqu'à présent, et Tanaka commence à l'attaquer avec différentes armes. Haru essaie de se battre, mais il ne frappe que une illusion, et le vrai Tanaka est derrière lui. Il pense que cette tactique ne fonctionnera pas, alors il pointe sa verge vers le sol. Et Tanaka pense qu'il a abandonné. Il charge sur lui, mais Haru esquive son attaque en imitant l'ultra instinct de Goku. Puis demande à Tanaka s'il peut utiliser une seule compétence copiée seulement 3 fois. Cela touche un nerf et Tanaka commence à paniquer. Il perd le contrôle de la situation, et Haru dit qu'il a compris la faiblesse de son pouvoir de copie il y a longtemps, et l'a fait gaspiller ses capacités copiées exprès. Tanaka est furieux d'avoir été manipulé, mais Haru sait qu'il détient encore au moins une copie de chaque compétence. Tanaka l'attaque désespérément, mais Haru esquive son attaque, puis le repousse avec un coup de pied. Il décide de le finir rapidement en profitant de cette ouverture, mais alors Tanaka tire soudainement une attaque puissante contre lui, ce qui le fait s'arrêter. Il est déterminé à ne pas perdre, donc il décide d'utiliser son arme ultime. Tanaka invoque un poignard et se rapproche rapidement de Haru, lui infligeant 2 coups rapides, avant de disparaître et de réapparaître au-dessus de lui. Haru esquive tout, mais alors que la poussière remplit l'air, il réalise que ce n'était qu'un leurre, et que Tanaka a autre chose dans sa manche. Il a raison, car Tanaka se cache derrière une roche, préparant sa capacité ultime appelée mort instantanée. Il frappe Haru avec ça, et fidèle à son nom, la compétence met fin à sa vie instantanément. Il tombe au sol, et Tanaka sort pour rire comme un génie maléfique. Il écrase la tête de Haru et décide de poursuivre son chemin, mais soudain, Haru se relève et demande pourquoi il part si tôt. Tanaka panique et demande comment diable il peut être vivant après avoir été touché par la mort instantanée, et Haru révèle qu'il possède la compétence santé générale, qui lui permet de résistant aux effets de statut, et la mort instantanée en fait partie. Il a également son statistique de chance maximisée, ce qui signifie que le taux de réussite de la mort instantanée a été considérablement réduit. Tanaka perd la tête et demande pourquoi il est effondré alors, et Haru dit que c'était un coup monté. Tanaka ne peut toujours pas le croire, et dit que c'est impossible pour lui de se déplacer si rapidement alors qu'il était sous l'effet de sa compétence de modification, et Haru révèle une autre confidence. Il a utilisé une autre compétence appelée « tête de bois », qui lui permet de contrôler les autres comme des marionnettes, et il l'a utilisée sur lui-même pour contrebalancer l'effet de la modification. Tanaka ne peut plus se contrôler, et il commence immédiatement à spammer ses compétences d'armes sur Haru, qui les bloque facilement. Le nerd tombe à genoux, incapable de croire que ses calculs parfaits ont échoué. Il se souvient de combien il s'ennuyait toujours à l'école, parce qu'il était un génie en avance sur tout le monde.
Il souhaitait trouver un moyen de guérir son ennui, et puis il a été téléporté dans ce monde avec le reste de ses camarades de classe. Au moment où il a vu la liste des compétences, Tanaka savait les choix qu'il devait faire pour rendre sa vie plus palpitante. Il était plus que disposé à tuer ses camarades de classe pour ça, et pensait qu'une fois il aurait tous les pouvoirs, il serait parfait et invincible. Il ne peut pas croire qu'il a perdu contre quelqu'un avec des compétences inutiles, et dans la folie. Il charge Haru de manière désordonnée. Haru le désarme facilement, et pensant que Tanaka a épuisé tous ses tours. Il avance pour le finir. Cependant, son épée revient et transperce Haru, qui réalise que Tanaka cachait encore ses capacités de télécommande. Tanaka déclare qu'il a finalement gagné alors qu'il commence à taillader Haru. Mais ensuite Haru le frappe violemment. Il a réussi à bloquer les dégâts avec sa compétence de conditionnement, et décide alors de mettre fin au battre en utilisant la compétence Gambi pour porter un coup que Tanaka ne peut pas esquiver. Tanaka perd connaissance et tombe au sol, et Haru s'éloigne. En disant que même s'il n'a pas d'aptitude op, il a ses astuces. Cependant, il est également complètement épuisé maintenant, et le dommage commence enfin à montrer leur effet sur son corps. Il n'a pas la force de continuer à avancer, et il tombe à genoux. Pensant que c'est la fin. Il pense au délégué de classe et à ses amis juste au moment où il est sur le point de perdre connaissance, mais quelqu'un le soutient alors. Haru ouvre les yeux et voit les nerds là. Il est déçu qu'ils soient arrivés trop tard, mais ils lui disent de se plaindre plus tard. Ils le nourrissent avec quelques potions de guérison et le soutiennent en marchant de retour vers la ville. Haru leur demande ce qu'ils font dans la forêt, et ils révèlent qu'en rentrant d'une partie de chasse, ils ont vu leurs camarades de classe et appris des Jox qu'il essayait de se battre contre Tanaka. Alors, ils sont immédiatement partis pour l'aider, mais ils étaient un peu en retard. Bientôt, ils atteignent la ville et tout le monde les attend à la porte. Les filles entourent Haru alors qu'elle se propose comme récompense, mais il s'éloigne nerveusement. Dell fait un high-five avec le chef des Jox. Les filles le traînent à l'intérieur, et le TikTok vaniteux ne termine pas la phrase. B s'excuse auprès des nerds pour ses actions passées. Haru pense que c'est la fin heureuse que tout le monde voulait, et maintenant il n'a plus de rôle ici. Il décide de s'éclipser pendant que tout le monde est occupé, mais la déléguée de classe l'arrête et lui demande où diable il va. Il panique, puis elle le serre soudainement dans ses bras, disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui. Haru s'excuse, mais la déléguée de classe lui dit qu'une excuse ne suffira pas. Elle a réuni toutes les filles de la classe qui vont lui faire la leçon pour s'être éclipsée de la ville sans leur dire. Haru panique, mais il n'a pas le choix alors que les filles le traînent de retour dans la ville pour le réprimander et ensuite aspirer son âme. Plus tard cette nuit-là, Haru fait un rêve sur quelqu'un enchaîné profondément à l'intérieur d'une geôle, attendant qu'une personne vienne là-bas. La personne enchaînée apparaît comme une fille une seconde, puis comme un squelette la seconde suivante. Haru se réveille instantanément lorsque le rêve prend fin, et se demande s'il pourrait être une indication de quelque chose. Le lendemain, lorsqu'il se réveille et se rend aux tavernes, il trouve le groupe de geeks là-bas, qui sont prêts à s'aventurer dans la geôle pour chasser des monstres. Ils disent à Haru qu'ils recherchent un objet rare qui augmente leur point de riz et change la façon dont les autres les voient. Haru dit que c'est parfait pour les nerds comme eux que personne n'aime, et ils répondent qu'ils pourraient dire la même chose de lui. Après leur départ, Haru pense que puisque son travail ici est terminé, il devrait vraiment retourner dans sa confortable grotte dans la forêt. Mais la représentante de la classe est juste derrière lui. Elle est furieuse qu'il essaie de s'échapper encore. Et est prête à devenir Super Saiyan contre lui. Haru lui demande d'avoir pitié de lui parce qu'il a donné des cours pendant 1 milliard d'heures la nuit dernière. Mais la déléguée de classe lui dit que c'était le cours collectif de toutes les filles. Et son sermonnement personnel n'est pas encore terminé. Haru commence à transpirer et tombe à genoux en promettant de ne rien faire de dangereux à nouveau, et la déléguée le laisse enfin seul. Il est encore bouleversé, mais pense ensuite à l'objet dont parlaient les nerds. Il pense que s'il peut l'utiliser pour augmenter son affinité avec la déléguée et les autres, il ne sera jamais réprimandé, et puis il pourra retourner à sa vie de solitaire en paix. Alors il décide aussi d'aller dans le donjon. Mais en chemin, il croise soudain un groupe de des monstres cochons qui sont prêts à chasser des humains. Cependant, Haru pense qu'ils sont juste la bonne température d'échauffement pour lui. De retour en ville, la représentante de la classe reçoit une mission de soumission de monstres de la part du maître de la guilde. Quand soudain, la noble fille Mary arrive en courant et leur parle d'une épidémie massive de monstres. Elle dit qu'une énorme horde d'orques approche de leur ville et qu'elle a déjà détruit quelques villages sur son chemin. Les aventuriers se préparent immédiatement à combattre les orques.
Et la représentante de la classe propose également de les aider dans le combat. Elle court de retour à l'auberge pour rassembler tout le monde, mais se demande ensuite où est passé Haru. En ce moment, il charge vers les orques tout en analysant la situation. Il abat rapidement les petits orques puis passe à leur chef. Il attaque le roi orc avec son bâton, mais cela ne lui inflige pas beaucoup de dégâts. Haru enchaîne les puissantes attaques sur le roi orc jusqu'à ce qu'il soit mis KO. Puis reprend sa marche vers le donjon. Il trouve bientôt le donjon et utilise sa compétence de discrétion pour y entrer sans alerter le garde à l'extérieur. Le fanatique en lui est vraiment excité à l'idée d'explorer le donjon, et il trouve rapidement un coffre au trésor. Cependant, il n'y a que des déchets à l'intérieur, à son grand désarroi. Haru essaie d'autres coffres au trésor, mais ils sont tous plus inutiles que mon diplôme de fac. Il commence à penser qu'il aurait dû demander l'avis d'un expert avant de venir au donjon. Cela lui fait immédiatement penser au loufoque qui vend des objets spéciaux trouvés dans le donjon, et il décide d'en parler avec lui. Haru court de retour vers la ville où les aventuriers et les filles tiennent bon, attendant l'attaque des orques. Ils attendent depuis midi, et maintenant, ils se demandent si les orques vont vraiment arriver ou pas. Soudain, ils aperçoivent quelqu'un venant à travers le nuage de poussière, mais c'est juste Haru. La représentante de la classe est choquée de le voir, et elle se précipite immédiatement vers lui. Il demande pourquoi tout le monde est à la porte et pourquoi ils ont un feu de joie allumé. La représentante lui dit qu'un village voisin a été attaqué par des monstres, et maintenant cette ville est en danger aussi. Elle dit que pendant qu'ils étaient ici à essayer de protéger la ville, ils s'amusaient quelque part sans être conscients du danger. Haru devient nerveux en pensant qu'une autre nuit de réprimande l'attend. Quand tout à coup, il entend un gars parler des orques. Il révèle nerveusement qu'il a peut-être anéanti toute la horde d'orques sur son chemin, et cette nouvelle laisse tout le monde sans voix. Alors que tout le monde est impressionné par sa force, ses camarades de classe sont furieux, parce qu'il a fait quelque chose de dangereux juste après, qu'il leur ait promis qu'il ne le ferait plus. Plus tard, il retourne à la guilde où Mary et le maître de guilde remercient Haru. Mais le représentant de la classe continue de râler à propos de ses actes dangereux. Les faibles leur disent à Haru qu'il le sermonne pour son propre bien. Car les monstres sont devenus plus forts et plus violents ces derniers temps. Ce qui est un signe précoce d'une émeute de monstres. Cette fois, même le maître de guilde et Mary lui demandent de ne rien faire de dangereux. Et il leur promet, tout comme les politiciens, promet des choses de nulle part tous les 4 ans. Le lendemain, Haru rend visite au bizarre commerçant, qui s'affole en le voyant. Et dit qu'il n'a rien à vendre aujourd'hui. Cependant, Haru lui dit qu'il n'est pas ici pour des objets, mais pour des informations sur un objet qui peut augmenter l'affinité. Le cousin de Voldemort lui parle des anneaux de phéromones, ce qui fait battre le cœur de Haru, et il lui demande où il peut les trouver. Voldemort Light dit que les anneaux seront probablement dans une zone du donjon qui n'a pas encore été explorée, et ces endroits ne peuvent être trouvés qu'à partir du 50e étage. Haru est excité, mais le bizarre lui avertit que chaque étage a un monstre boss qui doit être vaincu pour atteindre le suivant. Le bizarre essaie simplement de lui vendre des potions en l'intimidant, mais Haru dit qu'il en commanderait quelques-unes à Temu. Cependant, le groupe de geeks l'entend et il raconte immédiatement aux filles ses projets. Ils sont plus déterminés que jamais à empêcher Haru de risquer sa vie et d'utiliser un objet risqué. Ils le suivent furieusement et le confrontent au sujet de l'anneau phéromonal. Haru improvise une histoire sur la recherche de l'anneau Salomon qui transforme quelqu'un en princesse Disney et permet de parler avec les animaux, mais personne ne le croit. Alors il court juste vers la donjon, et la garde ne fait que lui dire de ne pas entrer. Le reste de ses camarades de classe le suivent, et le représentant de classe lui dit de s'arrêter, sinon il sera pris au piège. Haru est confiant dans sa statistique de chance maximisée, mais soudainement, il touche un mur qui s'effrite et il tombe à travers le trou. Il continue de tomber pendant très longtemps, et utilise la magie de la terre pour rendre le sol rebondissant comme s'il avait le Gear 5 de Luffy. Grâce à cela, il n'est pas blessé à l'atterrissage. Et commence ensuite à regarder autour de lui pour comprendre où il se trouve. Dans sa lutte pour explorer la région sombre, il est soudainement apprend la compétence de perception spatiale ainsi que la détection de pièges. Il utilise immédiatement les 2 compétences pour scanner la zone, et découvre qu'il est au 101e étage. Lorsque l'on dit que le donjon ne fait que 100 étages de profondeur, il est terrifié à l'idée de faire face à un monstre boss extrêmement puissant ici, mais il traverse tout de même les couloirs pleins de mana sombre. Il atteint une pièce au bout du couloir, et quand il ouvre la porte, une forte rafale de vent causée par un mana écrasant faillit l'emporter.
Haru se demande qui pourrait avoir un mana aussi puissant, quand soudain, il voit le squelette enchaîné qu'il a vu dans ses rêves la nuit dernière. Il continue à marcher vers le monstre squelettique et découvre qu'il s'agit de l'empereur du donjon qui règne sur tout l'endroit. C'est un monstre de niveau 100, et Haru commence à avoir très peur en réalisant à quoi il fait face. Il utilise sa compétence d'évaluation sur l'empereur du donjon. Mais toutes ses statistiques et compétences sont cachées. Tout ce qui est révélé suffit à le terrifier jusqu'au fond de lui, car l'empereur appartient à plusieurs races de monstres, comme Lik et Dulahan. Haru pense qu'il ne peut pas battre l'empereur du donjon en combat à distance, alors il décide de se déplacer rapidement près de lui et de porter un coup surprise. Cependant, le monstre boss bloque facilement l'attaque, et Haru décide d'utiliser sa vitesse écrasante contre lui en utilisant sa compétence Gambi. Cependant, le boss bloque cela facilement aussi, et maintenant Haru commence à transpirer alors qu'il réalise que ce combat sera le plus difficile de sa vie. Malgré cela, il est déterminé à trouver un moyen de découvrir une faiblesse de l'empereur du donjon et de le vaincre. Pour contrer la super vitesse de l'empereur du donjon, Haru décide d'utiliser tout son pouvoir magique pour augmenter sa vitesse. Il se précipite vers l'empereur du donjon et l'attaque, mais il bloque facilement l'attaque. Haru décide d'aller encore plus vite, mais peu importe à quel point il essaie. Il n'arrive pas à percer les défenses de l'empereur du donjon et à porter un coup. Tout à coup, il voit une vision de lui se faire transpercer le cœur et se déplace hors de la trajectoire de l'empereur du donjon alors qu'il lance sa lame vers lui. Haru remercie sa compétence de vision divine qui s'est manifestée dans sa lentille de contact après qu'il ait observé les mouvements follement rapides du monstre boss. Cette nouvelle compétence lui permet d'apercevoir un peu l'avenir, mais il sait que s'il baisse sa garde ne serait-ce qu'un instant, il sera un homme mort. Pour empêcher ses pensées de le distraire, il charge vers l'empereur du donjon et continue de balancer son arme sans relâche. L'adrénaline de se battre dans une bataille où sa vie est en jeu commence à envahir son esprit, et il se sent excité. Cependant, il atteint rapidement ses limites et alors qu'il balance son bâton, il tombe au sol. Il transpire énormément et respire lourdement car il a épuisé son mana et son endurance, mais son ennemi est toujours le même. Il essaie de se relever alors que l'empereur du donjon s'approche de lui, mais il n'y a pas assez de force dans ses jambes. Heureusement, l'empereur du donjon attend juste qu'il récupère sa force. Haru se demande pourquoi il n'attaque pas, mais réalise soudainement que l'empereur du donjon n'a montré aucun signe d'intention meurtrière durant tout leur combat. Il réalise que le monstre boss sait qu'il peut tuer n'importe quel intrus sans aucune difficulté, et c'est pourquoi il ne montre aucune hostilité à son égard. Haru se lève et dit à l'empereur du donjon de ne pas le sous-estimer. Il charge en avant et attaque l'empereur, qui balaye son épée sans conviction, donnant à Haru l'occasion de se glisser derrière. Haru essaie d'utiliser cette occasion pour porter un coup, mais l'empereur du donjon était prêt pour cela aussi, et il pointe calmement son épée vers sa gorge pour montrer qu'il ne peut pas le vaincre. Au départ, Haru est en colère que l'empereur du donjon ne le prenne pas au sérieux. Mais ensuite il commence à en douter. Il voit l'aura sombre et menaçante autour du squelette monstre et se demande si elle contrôle le monstre. Haru comprend maintenant que l'empereur du donjon est contraint de se battre contre sa volonté, quand soudain il voit son bâton briller et absorber l'aura sombre. Il ne comprend pas comment son bâton a obtenu le pouvoir de contrer une malédiction sombre comme celle-ci, mais il décide de l'utiliser et d'extraire toute l'aura sombre. Il attaque l'empereur du donjon et commence à aspirer l'aura sombre dans son bâton. Et puis, profitant de la bonne occasion, il frappe l'aura au-dessus de l'empereur du donjon, la neutralisant complètement. Juste au moment où Haru fait cela, l'empereur du donjon dépose son épée, et il comprend qu'il n'a jamais voulu se battre contre lui. Au lieu de cela, il voulait être libéré du contrôle de l'aura sombre et être mis au repos éternel. Haru s'approche du guerrier squelette, lui demandant s'il veut mourir paisiblement. Soudain, il laisse tomber son épée et l'obscurité commence à revenir dans son corps. Haru pense qu'il doit tuer l'empereur du donjon avant qu'il ne souffre à nouveau aux mains de l'obscurité, élève son bâton, mais il est incapable de l'attaquer. Au lieu de cela, il étreint l'empereur du donjon, pensant qu'il est aussi un solitaire comme lui. À sa grande surprise, son geste touche l'âme de l'empereur du donjon et active la compétence de servitude, le transformant en son serviteur. Haru panique en voyant cela, mais au moins il n'a plus à faire face à l'obscurité du donjon. Il demande à l'empereur du donjon s'il déteste être un serviteur pour lui, et celui-ci secoue la tête pour montrer qu'il ne le déteste pas. Haru réalise que le guerrier squelette le comprend et n'est pas hostile. Il décide d'utiliser à nouveau sa compétence d'évaluation sur lui pour voir s'il y a eu des changements, et il découvre que son niveau et son espèce ont été réinitialisés. De plus, il peut voir le vrai nom du guerrier squelette.
Il se trouve que c'était une fille nommée Angelica avant de devenir squelette. Et Haru panique en pensant que la représentante de classe va le réprimander pour avoir encore une fois fait usage de servitude sur une fille. Il pense alors que comme celui-ci est un squelette, cela devrait aller. Il décide de retourner à la ville avec son nouveau serviteur et trouve une porte qui les mène au 100e étage du donjon. Haru voit des escaliers et pense qu'ils peuvent maintenant grimper facilement, mais soudain, le maître du sol apparaît devant lui. C'est une armure vivante de niveau 100, et Haru perd espoir. Parce qu'il n'est plus en état de se battre. La guerrière squelette Angelica essayait de ne pas le tuer, mais l'armure vivante ne semble pas disposée à montrer de pitié. Haru a soudain une idée qui n'implique pas d'utiliser les escaliers, et il utilise la magie de la terre pour créer un trou dans le plafond afin de monter au prochain étage. Cependant, il y a 2 minotaures de niveau 99 en colère qui le regardent là, et ils sautent pour rejoindre le combat. Eh bien, Haru a la chance du diable, et les minotaures sautent directement sur elle. Armure vivante, la détruisant et subissant assez de dégâts de chute pour réduire leur PV à 1 point. Il les achève d'un seul coup, puis Angelica montre du doigt l'armure, laissant entendre qu'elle la veut. Haru lui dit d'y aller, et elle met l'armure qui est trop grande pour elle. Cependant, cela se réajuste magiquement à sa taille et obtient même ces 3 mensurations correctement, à la grande joie de Haru. Il décide d'évaluer son armure et découvre qu'elle est maudite. Mais cela contrarie Angelica parce que, comme toute autre fille, elle s'attendait à un compliment. Elle commence à monter les escaliers en colère, et Haru la suit simplement. De retour à l'endroit où se trouve Haru, il a découvert que la façon d'améliorer l'humeur d'Angelica est de lui donner ses vieilles robes pour qu'elle puisse avoir un look plus à la mode. Alors qu'elle se pâme devant elle-même, le sens de l'araignée de Haru s'active, et il sent un danger à proximité. Tout à coup, un lécher de niveau 98 arrive, et en l'évaluant, Haru découvre que seule la magie divine fonctionne sur elle. Le lézard l'attaque, et il l'esquive à peine avant de se rappeler que son bâton avait une sorte de sort divin. Il active le pouvoir divin de son bâton et pique le lézard avec, le battant facilement. Au prochain étage, Haru trouve une bande de papillons de nuit venimeux, mais il connaît leur faiblesse très évidente. Il envoie une boule de feu au milieu du groupe de papillons de nuit, et ils sont tous attirés vers elle. Il verse alors plus de mana dans la boule de feu pour faire le plus grand, éliminant toutes les chenilles en même temps. À l'étage suivant, il trouve les chenilles qui deviendront un jour des papillons. Et heureusement, elles ont également l'arme de leur propre perte sous forme de fils collants. Haru utilise le fil et la magie de la terre pour créer un tapis de terre et le roule sur les chenilles, les tuant toutes sans effort. Cependant, sa série de victoires sans accroc est interrompue au 95e étage alors qu'il ressent une aura sinistre autour de lui. Des vents violents commencent à souffler alors qu'il approche d'une épée vivante de niveau 100. Haru pense que c'est tricher pour que le boss soit de niveau supérieur à l'étage. Et il ne semble pas aussi facile à vaincre que les boss précédents. L'épée les attaque, et Haru se déplace rapidement derrière pour atteindre son dos exposé et le vaincre. Cependant, l'épée esquive et lance une contre-attaque qui choque Haru. Il parvient à l'esquiver, puis l'une des petites épées l'attaque également. Il réalise qu'il ne peut pas suivre ce type d'ennemi, mais il sait qu'il peut. Alors il appelle Angelica et lui dit de s'occuper des monstres épées car c'est son domaine. Angelica libère son puissant aura en sortant son épée. Et l'épée vivante déchaîne également toute sa puissance en réponse. Angelica charge droit dessus, et Haru panique, pensant que ce n'est pas la meilleure stratégie. À sa surprise, Angelica domine facilement l'épée vivante et la détruit d'un seul coup. Haru réalise qu'il a eu de la chance qu'Angelica ne veuille pas le tuer quand il se battait, mais en ce moment, elle est son alliée la plus forte. D'un autre côté, les camarades de classe de Haru ont atteint le 50e étage en le cherchant, où ils combattent un terrifiant cyclope à 4 bras. Ils ne peuvent pas résister contre le monstre géant, et sont sur le point d'être anéantis. Le leader des sportifs et le leader des nerds commencent à se demander ce que Haru ferait dans une telle situation, et ils réalisent soudainement qu'ils doivent agir. Ils vont soutenir la représentante de la classe qui a des difficultés sur le front. Et lui parlent de leur plan. Le plan est risqué, mais le chef des sportifs parvient à la convaincre d'y participer. Il utilise sa compétence d'hyperaccélération pour submerger le cyclope, avec sa vitesse pendant que les filles le distraient avec des attaques magiques. Le cyclope le gifle avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais c'était prévu dans leur plan. Le chef des sportifs n'était qu'un leurre qui devait distraire le cyclope pendant que le chef des nerds rechargeait son arc. Il tire son attaque la plus puissante et fait exploser l'œil du cyclope, le vainquant. Et toute la classe se réjouit. Pendant ce temps, alors que Haru et Angelica montent les étages, le donjon commence soudainement à trembler alors qu'une énorme horde de monstres se met en mouvement.
De retour à l'entrée du donjon, le garde se plaint et râle sur le fait que personne ne le respecte, et les étudiants sont entrés dans le donjon malgré ses avertissements concernant une estampille de monstre. Tout à coup, tous les rats du donjon courent dehors, et quand le garde se retourne autour de lui, il est choqué de voir des monstres de slime menaçants s'approcher. Il panique et court vers la guilde des aventuriers et informe le maître de la guilde que la stampede a commencé. La noble fille Mary est également là avec quelques aventuriers expérimentés. Et ils s'inquiètent tous de la stampede. Le maître de la guilde sort un vieux rouleau de sa bibliothèque qui montre un plan du donjon. Il explique que les donjons sont un peu comme des êtres vivants. Et qu'ils grandissent en s'étendant vers le bas dans le sol. Une fois qu'ils atteignent leur dernier étage, leur croissance s'arrête et un grand nombre de les monstres sont générés, qui se précipitent dehors car la donjon ne peut plus les contenir. Le parchemin dit également que la seule façon d'arrêter une ruée est de tuer le boss du donjon au niveau le plus bas, car en vaincre le boss fera disparaître tous les monstres. Les aventuriers demandent qui peut faire ça, et Mary pense immédiatement à Haru. Soudain, la terre tremble alors que les monstres commencent à attaquer la ville. Le maître de guilde envoie un aventurier pour évacuer les citoyens, et l'autre pour rassembler tous les aventuriers et soldats à la porte de la ville afin qu'ils puissent la défendre. Au guichet. À la porte de la ville. À l'intérieur du donjon, Haru continue de grimper sans aucune difficulté. Il trouve un groupe de griffons à un étage, et il leur lance du poisson empoisonné. Les griffons les mangent immédiatement et tombent bientôt inconscients au sol. Haru les frappe simplement et les transforme en XP, puis monte à l'étage. De retour aux portes de la ville, les aventuriers ont repoussé la première vague de la ruée, mais beaucoup d'entre eux ont subi des blessures graves. Mary s'inquiète maintenant, et tout à coup, l'un des aventuriers se souvient que les étudiants sont entrés dans le donjon plus tôt dans la journée, et Haru était avec eux. Le maître de guilde y pense, et dit que Haru est probablement le seul capable de tuer le boss du donjon et de mettre fin à la ruée. Il veut transmettre ce message à lui, et tout le monde se demande qui va s'en charger. Il la regarde elle parce qu'elle est la seule qui ne participe pas à la bataille, donc elle pourrait bien être la messagère. Elle devient terrifiée et les larmes aux yeux en entendant cela, et dit qu'elle ne peut pas aller à un endroit infesté de monstres toute seule. Le maître de guilde comprend ses inquiétudes et envoie le type nommé Hofter pour l'accompagner. Hofter dit que s'il va au donjon, ils auront un guerrier moins capable ici. Mais le maître de guilde dit qu'il est le fils illégitime de Barbe Blanche. Et il jure sur sa moustache qu'il repoussera tous les monstres qui viendront ici. Pendant ce temps, dans le donjon, Haru arrive au 81e étage, qui a un thème aquatique, avec des monstres ressemblant à des piranhas. Alors qu'il se demande ce qu'il doit faire et jette un coup d'œil à l'eau, des piranhas l'attaquent. Heureusement, Angelica le protège en tranchant les poissons. Haru se rappelle avoir vu ces poissons au marché, mais ils étaient congelés, alors il utilise la magie de la glace pour abaisser la température de l'eau, ralentissant les poissons. Il utilise ensuite la compétence de conditionnement pour les geler dans la glace, et c'est un succès. Il pense qu'ils vont maintenant facilement passer cet étage et court sur les pierres de seau, gelant tout poisson à proximité. Soudain, une immense piranha sort de l'eau et Haru réalise que c'est le boss de ce niveau. Il semble en colère contre lui parce qu'il a gelé sa famille et l'attaque avec une vague massive. Angelica abandonne Haru au dernier moment, et il se fait emporter sous l'eau. Cependant, il crée un planche de surf avec la magie de la terre et se propulse instantanément vers le haut. Il chevauche la vague et saute ensuite vers la tête du gros piranha, l'assommant d'un coup solide. Après avoir confirmé que le monstre boss est vaincu, Haru atteint un lieu sûr et reprend joyeusement son voyage vers le sommet du donjon. Il se sent encore plus confiant dans ses capacités maintenant et grimpe rapidement. Au 79e étage, il trouve l'anneau du pèlerin qui apporte le bonheur et protège contre la malchance. Au 77e étage, il trouve le bracelet béni qui peut dissiper une malédiction. Mais seulement une fois. Au 75e étage, il vainc le boss de l'étage et obtient la boule de nécromancie qui peut contrôler les vivants et les morts. Haru est ravi de trouver tout ce trésor, mais il réalise alors qu'il n'est ni maudit ni malchanceux. Il se retourne soudainement et offre l'anneau et le bracelet à Angelica.
disant qu'elle peut se libérer de sa malédiction et trouver le bonheur en les utilisant. Il ajoute même la boule nécromancienne en bonus. Angelica essaie de refuser, mais Haru lui impose les objets, disant que les filles aiment les accessoires, donc elle devrait les accepter. Finalement, Angelica prend les 3 objets au trésor, et leur pouvoir commence soudainement à agir sur elle. Haru ne remarque pas qu'il s'enfuit explorer le donjon, tandis qu'Angelica enlève son casque pour révéler qu'elle est devenue une véritable humaine maintenant. Elle remet rapidement le casque pour poursuivre Haru. D'un autre côté, les camarades de classe de Haru viennent de terminer un long et rude combat avec une meute de loups-garous, quand tout à coup, ils sentent quelqu'un s'approcher d'eux. Ils pensent que c'est un autre monstre, mais heureusement, il s'avère que c'est Hofter et Mary. Ils racontent à tout le monde la Stampede, et comment ils ont besoin de l'aide de Haru. Mais en apprenant qu'il a été séparé du reste de l'équipe, Mary perd tout espoir. La déléguée de classe la réconforte, puis dit à tout le monde qu'ils n'ont pas le temps de se reposer, car ils doivent trouver Haru encore plus vite maintenant. Pendant ce temps, Haru joue à la lave et le sol avec le donjon. Il gère tant bien que mal la chaleur en traversant un pont au-dessus du lac de lave. Quand il manque de tomber à sa mort, Angelica le retient et lui dit de se reposer dans le coin, et Haru accepte l'idée. Il se demande comment il peut retrouver l'endurance qu'il a perdue à cause de la chaleur. Soudain, il trouve une douce brise soufflant d'un trou dans le mur, et il met sa tête à l'intérieur et utilise la magie du vent pour se rafraîchir. Par coïncidence, l'autre extrémité du trou est sur le sol où se trouvent les autres, et la déléguée de classe entend Haru se rapprocher du vent frais. Elle l'appelle, et Haru répond. Il réalise que c'est le trou par lequel il est tombé, et se demande s'il peut en sortir. Il se rappelle qu'il n'avait pas pu le faire la dernière fois et demande à la déléguée de classe si quelqu'un a une corde. Ils n'ont rien pour l'aider, mais quand Haru apprend qu'ils sont au 54e étage, il pense qu'il peut y arriver rapidement. Le représentant de la classe l'arrête, puis lui dit que la ville est en danger. Elle lui parle de la ruée, puis Mary et après lui disent qu'il doit vaincre le boss pour y mettre fin. Haru jette juste un coup d'œil à Angelica, puis dit à tout le monde qu'il a déjà vaincu le boss. Tout le monde est étonné d'entendre cela, et il se demande comment il peut y avoir une seconde vague de la ruée si le boss est vaincu. L'aventurier demande à Haru s'il est sûr d'avoir tué le boss parce que seul les tuer est la solution à la charge des monstres. Haru réalise que s'il veut sauver la ville, il doit tuer Angelica. Il commence à penser qu'elle n'est qu'une fille qui a été piégée dans le donjon tout ce temps, et qu'il a maintenant tissé un lien étroit avec elle. Il ne veut pas la tuer et dit à tout le monde qu'il n'a pas tué le boss. Il commence à penser à un moyen de garder la ville en sécurité sans envoyer Angelica dans l'au-delà. Il décide qu'il fera tout ce qu'il faut, et dit à Angelica qu'il va avoir besoin de son aide. Il déclare ensuite à ses camarades de classe qu'il va arrêter la charge lui-même. Et ils sont choqués car il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter que de tuer le boss. Cependant, la déléguée de classe dit qu'elle croit en Haru car il pourrait être un pauvre loser qui les fait tous s'inquiéter. Il se débrouille toujours quand c'est nécessaire. Elle rappelle à tout le monde comment Haru les a sauvés maintes fois, ce qui est la raison de sa confiance en lui. Entendre ces mots donne à Haru une nouvelle dose de confiance, et il jure qu'il sauvera la ville ainsi qu'Angelica. Avec cette motivation, Haru et Angelica commencent à parcourir le donjon rapidement, atteignant le 73e étage en un rien de temps. Ils trouvent des hommes lézards là-bas, mais Haru sait qu'ils sont faibles face au froid. Alors il les gèle rapidement avec de la magie de glace et ensuite Angelica les écrase. Au prochain étage, ils rencontrent des scorpions, et Haru utilise de la fumée pour s'en débarrasser. Ensuite, ils font face à un chien à 2 têtes qui est fort et rapide, mais Haru jette ses paix en bouteille sur son nez pour totalement détruire son sens de l'odorat. Le chien à 2 têtes ne peut plus se concentrer sur le combat, ce qui rend facile pour Angelica de le trancher en 2. Après cela, Haru décide de trier tous les objets trouvés qu'il a obtenus en défendant les monstres, et Angelica lui fait signe de prendre une courte pause. Il répond qu'il ne peut pas se permettre de retarder car le destin de toute la ville repose sur ses épaules. Ils atteignent bientôt le 69e étage, où un oiseau hypnotisant utilise son pouvoir sur eux pour les endormir. Haru pense que cela ne l'affectera pas à cause de sa compétence générale en santé, mais il est trop fatigué et la compétence ne s'active pas à temps, ce qui le rend vraiment somnolent. Il s'endort, mais heureusement, Angelica n'a pas été affectée, alors elle le porte sur son dos et lui dit de continuer à se reposer. D'autre part, les camarades de classe de Haru combattent une sphinx de niveau 100, qui est plus forte que n'importe quel adversaire qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Ils ne parviennent pas à lui infliger des dommages durables, car il guérit instantanément des dégâts physiques et magiques.
L'aventurier nommé Hofter leur dit qu'il ne pourrait pas vaincre le Sphinx même si il pouvait lui infliger des dégâts, car les rumeurs disent qu'il est immortel. Il explique que le Sphinx aime poser des énigmes aux aventuriers, et ne laisse passer que ceux qui y répondent correctement. Il dit qu'attaquer était une mauvaise idée, car maintenant, il est déterminé à balayer le sol avec les étudiants. Pendant ce temps, Angelica a transporté Haru au 59e étage, et il est enfin prêt à participer à l'action à nouveau. Alors qu'il essaie de trouver un moyen de passer le sol friable, il ressent soudainement une présence familière à l'étage. Il s'avère que cela vient de ses camarades de classe, qui ont été complètement vaincus par le Sphinx. Le monstre géant attaque le représentant de la classe, mais soudain, Haru arrive sur les lieux et l'attaque avec son nouvel équipement magique fusionné, pour annuler l'immunité aux dégâts physiques. Bien que son attaque initiale ne fasse aucun dégât, cela donne à Angelica la chance de attaquer le Sphinx et de lui trancher la tête, le tuant définitivement. Après cela, Haru et le représentant de la classe se regardent, et elle l'accueille de nouveau, disant que tout le monde l'attendait pour qu'il revienne. Tout le monde lui dit qu'il est en retard, puis le délégué de classe demande ce qu'il a fait la nuit dernière. Haru est sur le point de la présenter, quand le sol sous ses pieds s'effondre. Et il commence à tomber à nouveau dans les profondeurs du donjon. Cependant, il utilise des mouvements à la Spider-Man pour marcher sur les débris qui tombent, et il se retrouve à nouveau sur le sol. Il dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter pour lui parce qu'il a de nouvelles compétences qui peuvent l'aider à rester vigilant contre de tels dangers, mais il se porte malheur en disant que le sol sous ses pieds se brise à nouveau. Haru est complètement pris au dépourvu par cela et accepte son destin. Mais alors la déléguée court vers lui et attrape sa main. Elle se souvient de comment elle a échoué à le protéger la dernière fois. Donc elle jure qu'elle ne va pas le laisser partir cette fois-ci. Le chef des nerds et le chef des sportifs arrivent pour l'aider à tirer Haru vers le haut, mais ils n'ont pas le temps de se détendre car la troisième vague de la ruée est déjà sur l'étage en dessous d'eux. Tout le monde panique, et la déléguée demande à Haru s'il a un plan pour sauver la ville. Il lui dit qu'il a un plan, et Angelica est la clé de celui-ci. La déléguée lui demande plus de détails sur elle, mais alors Mélie panique et dit qu'ils doivent retourner immédiatement dans la ville. Après acquiesce et dit qu'ils utiliseront la porte de distorsion pour atteindre la surface directement et Haru est choqué parce qu'il n'a rien vu de tel en chemin. Après, on lui dit qu'il ne l'a pas vu parce qu'il grimpait dans le donjon, et que le mécanisme ne fonctionne pas dans ce cas. Bientôt, Haru et les autres atteignent la porte de la ville où le maître de guilde et d'autres sont en garde en attendant la troisième vague de la montée des monstres. Tout à coup, la troisième vague arrive, et elle est beaucoup plus grande que les précédentes. Alors que les monstres envahissent les plaines et que les griffons s'envolent dans le ciel, les aventuriers se chient dessus parce que les deux vagues précédentes n'étaient que des mises en bouche, et celle-ci est d'une toute autre ampleur. Tout le monde abandonne l'espoir de gagner, mais ensuite Haru donne. Angelica fait un signe et elle s'avance pour dégainer son épée. Elle poignarde le sol avec, libérant une immense quantité d'énergie qui commence à se propager dans toutes les directions, couvrant toute la ville et la zone du donjon dans son périmètre. Haru pense que puisqu'Angelica est vraiment la maîtresse du donjon, et qu'elle a tué sans effort des monstres sur leur chemin vers le sommet, elle pourrait avoir un contrôle absolu sur les monstres aussi. Il est convaincu que son pouvoir peut faire disparaître tous les monstres en même temps. Et son hypothèse se révèle juste alors que le vaste champ magique créé par Angelica efface tous les monstres de l'existence en quelques secondes. Tout le monde est stupéfait en voyant ça, et puis Haru va vers Angelica pour un point de soutien. Il soupire de soulagement, disant que son plan a vraiment fonctionné. Ses camarades de classe sont encore plus confus maintenant, et ils lui demandent si c'était son pouvoir. Haru leur dit que ce n'était pas lui mais Angelica qui a fait ce miracle. Et elle commence à faire la timide. Le nerd en chef est la seule personne assez intelligente pour réaliser qu'Angelica est elle, empereur du donjon, et tout le monde panique en entendant cela. Haru leur dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car Angelica est totalement de leur côté, et elle lui a sauvé la mise des dizaines de fois dans le donjon. Les aventuriers croient en Haru et acceptent qu'Angelica ne soit pas une menace pour eux. Mais le nerd du troupeau a encore quelques questions. Il demande à Haru si la chevalière est vraiment le grand boss du donjon dont le pouvoir est même plus grand que celui des monstres boss. Haru affirme, disant qu'Angelica est en effet la plus forte du donjon. Il dit que beaucoup de choses se sont passées et que son niveau a été réinitialisé, mais elle est toujours plus forte que la plupart des monstres du donjon. Il explique qu'il pensait que son pouvoir serait suffisant pour forcer tous les monstres à lui obéir, mais il devait vraiment s'en approcher pour l'utiliser. Les filles lui demandent ce qui est arrivé aux monstres, car elles s'inquiètent qu'ils pourraient les attaquer à nouveau, et Haru dit qu'ils doivent se détendre dans leur étage respectif car c'était un ordre de l'empereur du donjon. Il déclare que la ville est sûre maintenant, et tous les visages s'éclairent. Ils acclament pour célébrer cet événement, et la paix revient rapidement à la ville.
Le lendemain, Haru décide d'organiser un événement avec tous les objets qu'il a obtenus du donjon, et bientôt, le représentant de classe arrive là avec tout le monde comme il l'a demandé. Ils sont ébahis de voir une collection d'armes et d'armures rares exposées par Haru, et il annonce fièrement que tout ici est en vente spéciale Black Friday. Tout le monde se précipite pour acheter l'équipement, et l'évocation du mot vente donne aux filles le super pouvoir de pousser les garçons au coin. Eh bien, heureusement, Haru avait mis de côté quelques objets au cas où, et étant un vrai pote, il les partage avec les garçons. Bientôt, tout le monde a quelque chose, et ils s'occupent à explorer leur équipement. Haru est content que leur vie soit plus facile. Désormais, mais il s'inquiète aussi pour Angelica. Il pense qu'elle n'aurait aucune compétence en communication après avoir passé tant de temps dans le donjon, et il se demande si elle pourra s'intégrer avec le reste de l'équipage maintenant qu'elle va vivre avec eux. Pendant que les amis de Haru pensent à quel point il est généreux de partager son butin rare avec eux, il est occupé à compter l'or qu'il a obtenu en échange du butin. C'est alors que le représentant de classe arrive pour lui parler, et il cache précipitamment l'or, avant qu'elle ne l'accuse d'être un capitaliste sans cœur. Elle remercie également Haru d'avoir fourni des objets rares à tout le monde, et quand Angelica arrive, elle la remercie aussi. Elle lui demande ensuite de présenter correctement la chevalière féminine. Haru dit qu'elle s'appelle Angelica, une redoutable guerrière squelette, qui était l'empereur du donjon, qui l'a vaincue. Le représentant de classe lui demande s'il a utilisé l'anneau phéromonal sur Angelica pour la faire le suivre, et il soupire en expliquant qu'il n'a jamais eu cet anneau. Le représentant de classe lui demande comment il a pu faire obéir l'empereur du donjon. Et Haru révèle nerveusement qu'il a utilisé le don de servitude pour la transformer en servante. La représentante de la classe lui crie dessus après avoir entendu cela et le traite de pervers. Elle prend la main d'Angelica et s'enfuit, essayant de la sauver de Haru. Et il s'inquiète que quelque chose de bizarre puisse se passer entre Angelica et les autres. La représentante de la classe conduit Angelica au dortoir des filles, où tout le monde se regroupe d'un côté comme un panel d'interviews pour en savoir plus sur elle. Ils sont surpris d'apprendre que malgré le fait d'être elle, empereur des donjons, Angelica est une fille de 17 ans comme eux. Cependant, elle ne semble pas vraiment enthousiaste à l'idée de parler avec les filles, et la représentante de classe lui tient la main pour la réconforter. Elle comprend maintenant que Haru a inconsciemment utilisé sa compétence de servitude sur elle. Et c'est ce qui l'a libérée de la malédiction du donjon. Elle compatit à la pauvre fille et décide de l'aider à se lier avec tout le monde, et pour cela, elle l'emmène immédiatement au bain avec les autres filles. Angelica est subjuguée en voyant une telle grande piscine de bain, où elle peut se baigner avec toutes les autres filles. Alors que tout le monde commence à se déshabiller, elle a du mal à retirer son armure. La représentante de classe va l'aider, pensant que même si Angelica est un squelette, chaque fille mérite un bon bain. Cependant, quand elle trouve une jambe humaine normale sous ses bas, elle est stupéfaite comme les autres filles. Elle l'aide à enlever entièrement son armure, et leur mâchoire tombe par terre en découvrant qu'Angelica est une jolie blonde à couper le souffle. Pendant ce temps, Haru se détend dans sa chambre, pensant que même s'il n'a pas trouvé la bague de phéromone, son niveau a augmenté de 6, et il a aussi gagné beaucoup de compétences utiles. Il pense que puisqu'il n'a pas pu mettre fin à la ruée des monstres sans l'aide d'Angelica, il n'est pas assez fort et il devrait s'entraîner un peu plus. Le lendemain, il entre à l'auberge très joyeusement et demande au représentant de la classe s'il peut retourner dans la forêt pour une course. Le délégué de classe réalise qu'il ne connaît toujours pas la vérité sur Angelica. Et elle veut tenir ce pervers éloigné d'elle, alors elle lui permet d'aller dans la forêt tant qu'il rentre à temps. Haru est ravi d'apprendre cela et demande à Angelica de l'accompagner, craignant qu'elle ne s'ennuie en ville. Elle est prête à venir avec lui, mais le délégué de classe panique, pensant que tous les deux seront seuls. Elle essaie d'arrêter Haru, mais commence alors à se demander pourquoi l'idée qu'il soit seul avec une fille l'a mise dans tous ses états. Elle lui dit simplement de faire attention, et Haru s'en va avec ça. Une fois qu'il atteint la forêt, il essaie sa nouvelle compétence appelée phase, qui le transforme en éclair pendant quelques secondes. Il tombe accidentellement d'une falaise parce qu'il ne peut pas contrôler la vitesse, mais utilise ses capacités pour réaliser un atterrissage en douceur. Juste à ce moment-là, Angelica arrive après lui, et elle glisse sur des champignons et tombe de la falaise. Haru la rattrape et fait remarquer qu'elle est étonnamment lourde pour un tas d'os. Et elle devient gênée. Après cela, il retourne dans sa grotte et se détend dans son jacuzzi, demandant taquinement
à Angelica de le rejoindre, sachant qu'elle va refuser cette suggestion parce qu'elle est une fille malgré le fait qu'elle soit un squelette. Cependant, Angelica est légalement liée à obéir à ses ordres, donc elle vient dans la salle de bain avec seulement une serviette, et Haru panique. Il ne met pas longtemps à réaliser qu'elle est la chevalière, et l'emmène dans sa chambre pour en apprendre davantage sur elle. Il se trouve qu'elle est tout comme Komi-san et ne peut même pas parler avec assurance. Mais elle fait quelques gestes qui expliquent son histoire. Haru apprend qu'en portant l'armure maudite, elle a créé de la chair autour de ses os afin qu'elle puisse y adhérer, mais ensuite le bracelet purificateur l'a neutralisé. Les deux autres trésors qu'il lui a donnés l'ont aidé à récupérer son âme, et elle était totalement revivie, mais après avoir été piégée dans le donjon en tant que squelette pendant 100 ans, elle a perdu sa capacité à parler. Haru réalise qu'il est responsable de tout cela. Et Angelica le suit pour rembourser sa dette. Il lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut maintenant, donc elle n'a pas à être toujours avec lui. Elle refuse passionnément cette suggestion, et puis s'accroche à lui, ne voulant pas le lâcher. Haru comprend qu'elle a besoin de rester près de quelqu'un après toutes ces années de solitude, alors il commence à lui caresser la tête, et puis lui raconte des histoires drôles jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Après 10 jours de vie sous le même toit, Angelica est devenue plus expressive. Avec Haru, qui lui demande de s'entraîner avec lui parce qu'il a une nouvelle compétence qu'il veut essayer. Elle accepte, et Haru lui demande de l'attaquer en premier. Elle obéit, et il utilise la compétence de phase pour esquiver tous ses attaques précisément. Il décide ensuite d'utiliser la compétence pour l'attaquer, mais Angelica est beaucoup plus rapide que lui et lui porte facilement un coup à la tête. Elle s'inquiète d'avoir peut-être frappé trop fort et d'avoir tué les 2 cellules cérébrales qu'il lui reste, mais Haru lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est juste un entraînement pour qu'il puisse devenir plus fort qu'elle. Après l'entraînement, il attrape quelques poissons et dit à Angelica qu'il va préparer un délicieux hot pot ce soir. Il lui apprend à bien couper un poisson, et elle rougit en le trouvant si proche d'elle. Après cela, il dîne, et Angelica semble suspectement timide tout le temps. Elle saisit soudainement la main de Haru et l'entraîne dans sa chambre et le fait s'asseoir sur le lit. Elle rampe derrière lui et met sa main sur son dos, et il comprend parfaitement qu'elle essaie de lui faire un massage et rien de plus. Angelica est contente qu'il l'ait si bien comprise, et elle commence à lui faire un massage complet. Mais d'une manière ou d'une autre, elle touche tous les mauvais endroits et fait que ses articulations lui fassent mal comme si elles étaient rouillées. Haru reste silencieux parce qu'il ne veut pas lui faire de mal, et Angelica n'est toujours pas satisfaite dans sa quête pour lui montrer sa gratitude. Il lui demande de l'accompagner si c'est le cas, et ils sortent pour regarder les étoiles. Haru lui caresse la tête pour la remercier d'être si attentionnée, et Angelica devient soudain rouge. Elle s'éloigne de lui, puis essaie nerveusement de dire merci, mais les mots ne sortent pas de sa bouche. Elle est embarrassée, mais Haru la console en disant qu'il comprend qu'elle fait de son mieux. Le lendemain, il retourne en ville, et il commence à pleuvoir en chemin. Haru prend la main d'Angelica alors qu'il commence à courir. Une fois arrivé en ville, la pluie a cessé, mais ils se tiennent toujours la main. Et les filles commencent à les taquiner, demandant s'ils se sont rapprochés. Les filles entourent Angelica pour savoir ce qui s'est passé entre elle et Haru. Tandis que les garçons entourent Haru et l'appellent traître pour avoir une petite amie alors que les autres sont célibataires. Il les éloigne tous, puis Angelica vient vers lui. Elle essaie de dire quelque chose, mais il lui demande de se détendre et se dirige vers le donjon. Soudain, Angelica lui demande d'attendre d'une voix à peine audible, et l'étonné Haru se retourne immédiatement. Elle le remercie d'un autre murmure faible, puis retourne vers le groupe de filles. En la voyant ainsi, Haru réalise que peu importe combien de personnes vous entourent. Tout le temps, au bout du compte, chacun est un solitaire qui lutte pour survivre dans le monde. C'est pourquoi sa foi en le fait de rester solitaire pour un avenir prévisible grandit même dans détente, et il décide de partir à l'aventure seul.